Bonsoir à toutes et à tous. Nous votons pour les élections européennes dans 110 jours et aux municipales dans moins de 7 semaines. Le chômage, la politique économique de François Hollande, l'Europe reste au cœur de tous les débats. Bercy est le ministère clé de ces dossiers. C'est pourquoi Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances, est ce soir notre invité. Face à lui, celle qui entend devenir la première opposante en quelque sorte du gouvernement socialiste bien entendu, Marine Le Pen, présidente du Front National. Merci à vous deux d'avoir accepté le principe de ce débat. Vos temps de parole seront évidemment décomptés. Pour nos téléspectateurs, je rappelle que vous avez la possibilité de suivre et commenter cette émission sur notre second écran, le site france-tv-info.fr. Vous pouvez aussi interagir sur notre page Facebook ou sur Twitter. Certaines de vos réactions sont diffusées, vous le savez, à l'antenne. Le débat maintenant. Nous consacrerons la dernière partie de l'émission au retrait de la loi famille. C'est l'événement de la journée après le succès de la manif pour tous hier. Mais commençons par ce qui vous divise radicalement, l'économie et l'Europe. Pierre Moscovici, la croissance est poussive, la courbe du chômage n'est pas inversée. Quelles sont les raisons d'espérer en 2014 ? D'abord, avant de parler de 2014, il faut peut-être revenir en 2012. Nous sommes aux responsabilités dans un moment qui est extrêmement difficile. Difficile pour le monde, difficile pour l'Europe, difficile pour la France. Et nous avons hérité d'une situation qu'on nous a léguée, qui était une situation extraordinairement complexe. Des déficits publics qui étaient au-dessus de 5% du PIB par an, une dette publique qui s'était accrue de 600 milliards d'euros et qu'il fallait réduire, parce qu'un pays qui s'endette est un pays qui s'affaiblit, un chômage qui avait cru de 1 million, une compétitivité qui avait été affaiblie et une industrie qui perdait des parts de marché. Et donc, nous avons entamé une politique de redressement. Redressement des comptes publics nécessaires, redressement du tissu productif. Et cette politique, j'y insiste, c'est pas pour faire de l'antisarkozisme, ça c'est fini. Cette politique, elle porte ses résultats. Elle porte ses résultats au sens où la France est sortie de la récession, où la France connaît une croissance désormais sur un rythme de 1% par an, où le chômage des jeunes, lui, a commencé à reculer, où le chômage en général est décéléré, mais c'est vrai, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas satisfaisant, d'où la nouvelle étape qui a été décidée par le président de la République avec ce pacte de responsabilité avec les entreprises pour qu'on puisse dans ce pays investir plus, créer plus d'emplois et avoir une croissance plus forte, ce qui est mon objectif. Je vous pose la question simplement. Est-ce que vous êtes optimiste pour 2014 Je ne pouvais pas le dire autrement. Y a-t-il des raisons d'espérer, pas uniquement de faire de la pensée positive? Non, je ne fais pas de la pensée positive. Je situe les choses. Mais premièrement, oui, la croissance a déjà repris. Et deuxièmement, si le pacte de responsabilité permet d'avoir ce grand compromis économique et social avec toutes les forces de la nation, l'État, les collectivités locales, les salariés et les entreprises, oui, nous ferons plus de 1%, nous créerons plus d'emplois. Et je pense que la France, qui est un grand pays, c'est la 5e économie du monde, elle a des atouts formidables, elle a des ressources formidables. À nous de libérer ces énergies. Oui, je suis optimiste pour la France. Marine Le Pen, sur l'inversion de la courbe du chômage, vous avez dénoncé la fin d'un sketch grossier. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? J'entends ce soir qu'il n'y a pas d'anti-sarkozysme, ça je m'en doute qu'il n'y a plus d'anti-sarkozysme, mais pour cause, puisque la politique menée par le Parti socialiste aujourd'hui est exactement la même que celle qu'a appliquée Nicolas Sarkozy, la même d'ailleurs que celle qui était dans son programme. La TVA sociale, ils l'ont retirée, ils l'ont remise. Le pacte de responsabilité, c'est mot à mot du sarkozysme, et d'ailleurs M. Gattaz, le président du MEDEF a même dit qu'il en était l'inspirateur. Les 30 milliards d'économies pour 2015-2016, à 10 milliards près, c'est exactement ce à quoi Nicolas Sarkozy s'est engagé. La réalité, c'est que c'est la même politique, c'est celle qui est dictée par l'Union européenne. C'est la feuille de route de Bruxelles qui est appliquée par M. Moscovici et par le gouvernement à la lettre. C'est celle qui a été appliquée en Grèce, c'est celle qui a été appliquée en Espagne, c'est celle qui a été appliquée en Italie, avec des conséquences catastrophiques. Voilà. Donc à un moment donné, il faut avoir l'honnêteté de dire que ça ne marche pas. Voilà, le système que vous défendez ne marche pas. Et s'il ne marchait pas seulement, ce serait déjà grave, mais la réalité, c'est qu'il crée énormément de souffrance. Et je crois que le peuple français a maintenant trop souffert. Stop, il faut que ça s'arrête. Et il faut donc changer radicalement le modèle économique. Quant au pacte de responsabilité, moi j'aimerais bien qu'on en parle un peu précisément.
Parce que d'abord c'est assez flou. Ça tombe bien, on est réunis pour ça. Donc. D'abord c'est assez flou, vous l'admettrez. Hein, on parle de contrepartie, on ne sait pas exactement. Bon, moi je veux bien qu'on ait un pins avec marqué 1 million d'emplois. Hein. Bon, moi je peux mettre un pins avec marqué 10% de croissance. C'est pas pour ça que la croissance va être de 10%. Hein. Bon. On est d'accord. La réalité, c'est qu'il faut regarder un petit peu la constitution des entreprises françaises. C'est M. Gattaz, hein, oui, président du MEDEF, qui le porte. C'est ça. C'est très intéressant de regarder précisément. Parce que sur 3 600 000 entreprises, il y en a 3,4 millions qui font moins de 10 salariés. Donc moi, j'ai regardé pour des entreprises, j'ai pris une entreprise par exemple de 9 salariés et j'ai fait un petit calcul pour voir cette baisse des cotisations familiales si elle allait permettre d'embaucher. Et la réalité, c'est que non. Dans une entreprise, mettons, qui a 7 salariés au SMIC et 2 salariés qui sont à 2500 € net, hein, admettons, des cadres supérieurs, eh bien, ce pacte de responsabilité, cette baisse des cotisations, elle fait gagner 10 000 € à l'entreprise dans l'année. La moindre embauche lui en coûte 20 000. Voilà, c'est tout. Donc, les entreprises qui sont déjà à la gorge, parce que le problème, c'est pas tellement l'offre, c'est la demande, Monsieur Moscovici. Il n'y a pas de demande, parce que vous avez effondré le pouvoir d'achat. Eh bien, elles ne pourront pas embaucher. Vous avez abordé... Et c'est pas les 200 000 entreprises qui vont vous créer le 1 million, le 1,5 million d'emplois que vous vendez. En une réaction, vous avez déjà abordé beaucoup de questions. Donc, il faut, pour certaines, non, mais très bien. Je vous le fais juste remarquer, et c'est normal, vous êtes là pour ça. Donc, et on trouve... Et évidemment, Pierre Moscovici va vous répondre, et après, je vais quand même en reprendre un certain nombre, une par une, et il faut qu'on s'intéresse, bien entendu, au pacte de compétitivité. En quelques mots, en effet, on trouve chez Marine Le Pen ce qui est vraiment son obsession. C'est-à-dire, premièrement, essayer de dénigrer son propre pays. Vous l'avez comparé à la Grèce, à l'Espagne, à l'Italie. Et je veux vous dire ici que la France n'est pas du tout dans cette situation. Nous sommes la 5e économie du monde. Nous sommes un pays qui a retrouvé, et nous sommes les seuls avec l'Allemagne, son niveau de production d'avant 2008, c'est-à-dire d'avant la crise qui a frappé l'ensemble de la zone euro. Et donc, moi, je voudrais que le Front National cesse d'être sans arrêt un parti qui veut faire peur, un parti qui n'a pas confiance dans son pays. Moi, j'ai confiance dans la France. Je suis fier d'être français et je suis fier d'être le ministre de l'économie de ce pays. Deuxièmement, vous avez cette espèce de phobie anti-européenne. On va y revenir parce que vos solutions, c'est toujours la même chose. C'est le protectionnisme, c'est-à-dire le repli sur soi. C'est la fin de l'euro. Et en vérité, vous essayez de faire croire aux Français que sortir de l'euro leur redonne des marges de manœuvre, que revenir aux années 50, c'est l'Eldorado. En vérité, votre politique, Madame Le Pen, je vous le dis, c'est comme un mirage. C'est-à-dire, ça semble beau, et puis une fois qu'on arrive dessus, on s'aperçoit qu'il n'y a rien, il reste le désert, et la souffrance, ce serait ce que procurerait votre politique. Et donc, la troisième chose, c'est cette espèce de revendication du peuple. Vous n'avez pas le monopole du peuple. Moi, je vais fêter dans quelques jours mon 20e anniversaire de mandat dans une région populaire, dans une région ouvrière, le pays de Montbéliard. Et donc, je crois qu'il faut arrêter cela. Nous sommes aux responsabilités, nous sommes dans l'action. Tous les jours, nous mouillons la chemise pour faire en sorte, en effet, de réduire les déficits, de lutter contre le chômage, de convaincre de la crédibilité de la France. Vous ne cessez de dénoncer. Eh bien, ça n'est pas ça, la politique. Eh bien, on va examiner ce que sont vos solutions. Et je suis tout prêt, évidemment, à dire ce qu'est le pacte de responsabilité dans le détail. Parce que, en effet, il faut que nous fassions confiance à nos entreprises et qu'elles créent des emplois. Ce qui pose problème, Madame Le Pen, vous parlez offre ou demande, dans ce pays, c'est qu'on manque d'investissement. Eh bien, moi, je souhaite que les entreprises investissent plus pour créer plus d'emplois, pour que la croissance soit plus forte. Et si vous n'êtes pas consciente de ça, c'est que vous ne vivez pas dans le monde d'aujourd'hui, dans l'économie d'aujourd'hui, et que vous n'avez pas conscience de ce qui aujourd'hui manque à notre économie. Et ça, c'est une politique d'intérêt général pour le pays. Pierre Moscovici, et pour reprendre finalement ce que vous suggérez Marine Le Pen, vous n'avez pas perdu 18 mois avant d'en arriver à on va dire, au pacte de responsabilité, qui est effectivement un tournant social-démocrate et qui est d'ailleurs sans doute un peu aussi la victoire de vos idées. Je vous repose la question, avons-nous perdu 18 mois avant d'en arriver à ce que finalement vous pensiez devoir faire? En 18 mois, nous avons fait des très grandes réformes, nous avons réduit les déficits, nous avons réduit le coût du travail avec le crédit d'impôt compétitivité emploi, nous avons réformé le marché du travail, nous avons réformé la formation professionnelle, nous avons réformé les retraites, nous avons réformé le système bancaire et nous avons fait en sorte qu'en effet, la France sorte de l'ornière. Mais je vous le dis, en effet, il faut aller plus vite, plus loin, plus fort. Donc, la nouvelle étape, ce n'est pas un tournant, c'est une accélération nécessaire pour que la France soit plus forte. C'est ça, le pacte de responsabilité. C'est plus Pierre Moscovici, ça devient Pierre de Coubertin. Mais alors, Marine Le Pen... Je suis prêt à accepter cette comparaison-là. J'ai compris. Là aussi, question simple, et je vous laisse redialoguer, mais réduire les charges, améliorer la compétitivité des entreprises, est-ce qu'on peut se permettre d'être contre ? On ne devrait pas être en situation d'union nationale en ce moment autour de notre économie. Sûrement pas sur cette politique, ça c'est clair.
cette politique de compétitivité consistant à effondrer le système de protection sociale et à tenter de faire baisser les salaires, elle a été appliquée encore une fois. Moi, je ne compare pas la France à la Grèce. Je dis juste qu'on est dans le même escalier. On n'est pas encore au même étage parce que c'est vrai qu'on est un pays puissant. Mais on y arrive. Hein. Le chômage ne cesse de monter. Monsieur Moscovici, vous avez l'air très content de vous. Moi, c'est ça qui m'étonne. À un moment donné, je comprends que vous soyez dans une position difficile. Vous êtes ministre de l'économie avec des résultats déplorables. Bon. Mais regardons-les un peu, ces résultats. Parce que comprenez que ceux qui vous écoutent, ils ont le sentiment que vous ne prenez pas à cœur les préoccupations qui sont les leurs, la souffrance qui est la leur. Record de chômage, toutes catégories confondues. Nicolas Sarkozy a fait 1,2 million de chômeurs. En 5 ans, vous en avez fait 560 000 en 2 ans. 76% des Français, selon l'étude Cevipof, est à 10 € près lorsqu'ils font leurs courses. À 10 € près ou moins, Monsieur Moscovici. Record de défaillance d'entreprises. Baisse de 77% des investissements étrangers en 2013. 80% des embauches qui ont été effectuées l'année dernière étaient des CDD, c'est-à-dire la précarisation pour tous. La croissance de 2013 que vous aviez envisagée à 0,8, permettez-moi de rappeler quand même qu'à chaque fois vous vous êtes trompé dans vos prévisions. Elle est aujourd'hui à 0,1 ou 0,2. Bon, et vous faites les mêmes prédictions pour l'année prochaine et cette croissance ne sera pas au rendez-vous. Donc je pense quand même, et je ne parle pas de la dette parce que la dette elle est à 93% du PIB fin 2013, c'est-à-dire qu'elle a encore augmenté puisque fin 2012 elle était à 90,2. Donc tous ces résultats sont mauvais, Monsieur Moscovici. Et je vais vous dire pourquoi, et c'est le débat qu'on a ce soir. Parce que votre politique est mauvaise. Parce que l'euro tue notre économie. Parce que votre politique ultralibérale, elle tue notre économie. Parce que le dumping social que vous mettez en œuvre au travers de l'Union européenne, de la directive détachement des travailleurs, elle est insoutenable pour les salariés français. Et j'aimerais vous lire, parce que, à un moment donné, j'ai l'impression de faire des constats et d'être la seule à les faire. Mais vous avez tort. Vous avez raison. C'est-à-dire que vous vous contentez de prendre une série d'indicateurs parmi les plus mauvais, sans voir... Excusez-moi, c'est les indicateurs qui apportent aux Français quand même. Sans voir que la France est sortie de la récession, sans voir que la France est un pays qui investit, sans voir que la France est un pays qui crée. Écoutez, moi j'étais ce matin... On est en risque de déflation, alors ne me dites pas ça. Je ne sais pas ce que vous faisiez ce matin, Madame Le Pen. Moi, j'étais à Lille. Et à Lille, qu'est-ce que j'ai fait, puisque vous parliez de l'Europe? J'étais avec le vice-président de la Banque européenne d'investissement. Et nous avons annoncé là que la Banque européenne d'investissement venait apporter 1,3 milliard d'euros à la France pour financer le plan campus, à commencer par l'Université de Lille. Ça, l'Europe, c'est aussi ce qu'il fait pour les jeunes. Et il y a quelques semaines, j'étais avec Marisol Touraine pour annoncer que la Banque européenne d'investissement, toujours elle, mettait 1,5 milliard d'euros pour le plan hôpital. Et puis, on a signé aussi une convention avec la Caisse des dépôts et consignations pour le tissu productif. Bref, madame, nous sommes dans l'action par rapport à une situation difficile. Vous êtes dans la déclaration. Et vous êtes dans l'action, monsieur Moscovici. Écoutez, ne me parlez pas des salariés de Prévest, je les connais mieux que vous, car ils sont dans ma circonscription. Eux, ils vous ont plus vu après, je me bats pour eux, comme je me bats pour les salariés de PSA à Sochaux. Vous vous contentez de distribuer des tracts de vent. Moi, je me bats pour l'économie française. Laissez-moi votre place et je me battrai beaucoup mieux que vous. Et on va voir quelles sont vos propositions. Moi, je vous le dis. Sortir, comme vous le préconisez, de l'euro, c'est ignorer ce que l'euro nous a apporté. Nous allons en parler. Et c'est une politique qui mettrait la France tout simplement en faillite. Nous allons en parler. C'est ça le Front National. C'est la faillite pour les couches populaires. Non, mais ce que je voudrais, c'est quand même qu'on regarde que même la Commission européenne, on ne peut pas dire qu'elle est Front National, c'est le moins qu'on puisse dire, dit, dans un communiqué de janvier, en l'absence de possibilité de dévaluer la devise, les pays de la zone euro qui veulent redevenir compétitifs en termes de coûts se voient contraints de recourir à une dévaluation interne, compression des salaires et des prix. Ces mesures ont néanmoins leurs limites et leurs inconvénients, comme c'est bien dit, surtout en termes de croissance du chômage et de préjudices sociaux. C'est la politique que vous êtes en train de mettre en œuvre. Même la Commission européenne finit par voir que la politique qu'elle a imposée aux pays européens est une dévastation économique et sociale. Marine Le Pen. Même la Commission l'avoue. Pour une fois, la Commission avoue les conséquences de sa politique. Madame Le Pen. Vous répondez à ça, Pierre Moscovici, excusez-moi, et après, s'il vous plaît. Vous-même souhaitiez il y a quelques instants qu'on termine le chapitre pacte de responsabilité. Vous répondez à cette question et on y revient parce qu'évidemment, on a des questions à vous poser. Oui, moi je veux dire en quelques mots, puisque vous parlez de la Commission européenne, ce que l'euro a apporté aux Français. D'abord, aux particuliers. Quand vous franchissiez les frontières, et ça arrive, avant vous alliez dans un bureau de change, vous payiez des frais, il n'y en a plus. Pour les entreprises. Sauf quand je vais en Angleterre. Avant, vous n'êtes pas dans l'euro, précisément. Nous sommes d'accord, oui. Et donc, dans l'euro, il n'y a pas cela. Pour les entreprises, vous aviez des risques de change qui étaient provisionnés. Il n'y a plus cela. Pour les finances publiques, vous aviez des taux d'intérêt qui étaient à 4
ou 5 points, les taux d'intérêt sont plus bas. Et c'est aussi les coûts pour les entreprises. Pour l'inflation, vous aviez un taux d'inflation qui était de 4 à 5 points pendant les 20 années qui viennent, qui passaient, et l'inflation, c'est l'impôt sur les plus pauvres. Et aujourd'hui, vous avez moins de 2%. Vous parliez même, il y a une seconde de déflation. Nous n'en sommes pas là. Nous avons une inflation très faible. Et moi, j'essaie d'imaginer ce qui se serait passé, parce que vous parlez de la Commission européenne et de l'Europe, s'il n'y avait pas eu l'euro pendant cette période-là. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Argentine. Vous avez un pays qui dévalue. Vous avez un pays qui rétablit le contrôle d'échange. Vous avez un pays qui est en train de risquer à nouveau la faillite. Eh bien, moi, je dis que l'euro nous a protégés et que cette politique européenne, c'est une politique qui, en effet, traite la crise de l'Europe. Vous confondez l'euro et la crise. La crise nous a fait mal. Alors, la crise est une souffrance. L'euro nous protège. Alors, je n'y arrive pas. Vous voulez y aller. On fait on reviendra au pacte ensuite. Non, mais c'est très bien. Un débat, c'est fait aussi pour être vivant. Pardonnez-moi. On reste dans l'euro. Je pose une question au ministre et je vous redonne la parole. Simplement, Pierre Moscovici, est-ce que sortir de l'euro, c'est un débat interdit? Non, tabou. Voilà, pas du tout. Si je pensais que le débat était interdit, je ne serais pas là ce soir pour parler avec Mme Le Pen, puisque je sais que c'est sa principale préconisation en vérité. Ce que je crois, en revanche, c'est que c'est une politique qui est mauvaise pour la France, mauvaise pour l'Europe, mauvaise pour les Européens, et je le démontrerai. Dites-moi, Mme Le Pen, comment sortez-vous de l'euro et quelles sont les conséquences de la sortie de l'euro? Je vous expliquerai ensuite ce que je pense, moi, de cette politique qui serait une politique de gribouille. Marine Le Pen, très bien. Non, mais c'est une très bonne question, et donc je veux bien que vous y répondiez. Je vais y répondre, mais je veux dire, ce discours-là, moi, je ne l'avais pas entendu depuis 1987. J'ai retrouvé. Vous savez, l'euro, une chance pour la France, une chance pour l'Europe. C'était tout le monde l'avait signé, cette pétition. Une gestion saine des finances publiques. Celle-ci est de toute façon indispensable et coordonnée à l'échelle européenne. Elle favorisera la croissance au sein d'un grand marché homogène, facilitera la modération des impôts, etc. Voilà ce que vous avez vendu aux Français pour leur vendre l'euro. Ou plutôt, pour leur vendre un mirage, c'est-à-dire une monnaie, un instrument qui allait apporter la croissance, modérer les dépenses, etc. La réalité est inverse, Monsieur Moscovici, vous le savez. La zone euro a un taux de chômage de 12%. La zone euro a eu la croissance la plus faible du monde depuis les 10 dernières années. C'est un échec. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas admettre que c'est un échec et réfléchir à d'autres solutions. Monsieur Montebourg a commencé, petitement, effectivement, à réfléchir à la dévaluation de l'euro, dont il sait pertinemment que nous n'arriverons jamais à l'obtenir parce que l'Allemagne n'en voudra pas. Notre monnaie est trop chère. Soit nous dévaluons l'euro de 20 à 25%, soit nous devrons baisser les salaires de 20 à 25%. Elle est là, l'équation. Or, je suis désolé. La question, c'était comment sortons de l'euro. Oui, mais comment sortons de l'euro? On va devant le Conseil des ministres des finances européens et on vient dire, voilà, nous entendons revenir à notre monnaie nationale. Comment s'organise-t-on? Nous allons donc nous organiser. Les pays qui veulent sortir, retrouver une monnaie nationale, retrouveront une monnaie nationale avec nous. Nous allons émettre des nouveaux francs, car le nouveau franc ne sera pas l'ancien franc que nous avons quitté. Ça, il faut bien que les Français le comprennent, parce que beaucoup de responsables politiques mentent aux Français en leur disant, si on a une monnaie nationale à nouveau et qu'elle est dévaluée de 20%, vous allez perdre 20% de votre patrimoine. Ceci est un mensonge éhonté, bien entendu, car la réalité, c'est que on fera 1 euro égal 1 franc, nous dévaluerons de 20%, comme l'a fait le général de Gaulle en 1958, Monsieur Moscovici. Et non seulement ça n'a pas été un drame et une catastrophe, mais on a eu 15 ans de croissance, une croissance considérable et quasiment pas d'inflation. Donc vous voyez que toutes les peurs, celui qui surfe sur la peur, c'est vous en l'occurrence, c'est vous qui décrivez le retour à une monnaie nationale que nous avons eu pendant toute notre histoire quand même, qu'ont 95% des pays du monde, comme une véritable catastrophe mondiale, comme la fin du monde. Évidemment, ça n'est pas vrai. Quel est l'intérêt? Excusez-moi, parce que si j'explique pas l'intérêt, là pour le coup, mon propos n'a pas de sens. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que quand un produit est moins cher, on le vend mieux et on le vend plus. Ça va donc doper nos exportations, ça va donc recréer la croissance dans notre pays, ça va donc faire baisser le chômage, ça va donc donner des recettes fiscales supplémentaires à l'État, ça va donc permettre de réduire les déficits et donc de réduire la dette. C'est le seul moyen. J'ai bien compris votre raisonnement. Je vous donne tout de suite la parole, Pierre Moscovici. Si tel était le cas, vous nous dites revenir au franc permet
concrètement aux entreprises de réembaucher, à la croissance de revenir et à la dette de disparaître. Vous vous donnez combien de temps pour faire, par définition, je vais au bout de votre logique. La dette ne va pas si disparaître, on exporte, non, mais si on va exporte, pouvoir la rembourser parce qu'on ne sera plus en déficit chronique. On est d'accord. Vous vous donnez combien de temps à partir d'une sortie de l'euro pour obtenir les résultats que vous venez d'évoquer? Mais très rapidement. Non, très rapidement. Très rapidement, ça veut dire quoi? Mais très rapidement, dans 6 mois, 1 an? Non, dans les 2 mois, je suis désolée, mais immédiatement les entreprises, mais c'est pour une raison simple, encore une fois, monsieur, parce que ce qui valait hier 1,30 $, à vendre à l'international ne vaudra plus qu'1 $. Et donc nous allons évidemment doper nos exportations. Et d'ailleurs, monsieur Montebourg l'a dit lui-même. Il a dit si on baisse l'euro de 20%, alors nous créerons 300 000 emplois, a-t-il dit, et nous réduirons totalement la balance, le déficit de la balance commerciale. Mettez-vous d'accord entre ministres. Alors, on pourra avoir ce débat entre dit nous comme si vous ça, voulez. Ça a l'air très simple, Pierre Moscovici. Mais d'abord, ce n'est pas du tout ce que vous proposez, puisque vous proposez, vous, de dévaluer la monnaie supposée nationale, le franc, par rapport à l'euro. C'est donc pas une dévaluation de tous. Mais vous savez, revenez quand même dans les années 80 ou 90. Dans les années 80 et 90, je m'en souviens, j'étais un jeune responsable politique, à l'époque, nous avions, nous, des taux d'intérêt qui étaient de 5 à 7 points. Je parle de taux d'intérêt réels, c'est-à-dire par rapport à l'inflation, alors que l'Allemagne avait 2 points. Et pourquoi? Parce que nous n'avions pas, justement, nous, une monnaie aussi forte. Et ce que je sais, c'est que quand le franc est seul, notre croissance est plus faible, nos ressources sont plus coûteuses. Alors, je reprends votre scénario, dont les Français d'ailleurs ne veulent pas, et ils ont tout à fait raison, parce qu'ils sont attachés à l'euro et parce qu'ils savent qu'il y aurait une menace. Il y a lieu en ce moment même. Il n'y a pas eu de débat. Il y a lieu. Je ne vous ai pas interrompu. Il n'y a pas eu de débat. Je vous ai écouté. Le ministre vous répond. Oui, vous écoutez avec beaucoup d'intérêt. Bon, d'abord, premièrement, vous vous retrouvez devant le Conseil des ministres et vous décidez une sortie unilatérale. Donc ce n'est plus ce que dit le Front National, une sorte de renégociation, et vous avez raison, parce que la renégociation n'est pas possible. Deuxièmement, vous êtes seul à vouloir faire cela, et donc la France se trouve contre les autres. La dévaluation, vous en décrivez les effets sur les exportations, vous oubliez les effets sur les importations. Ça veut dire, par exemple, que le prix du téléphone va exploser, le prix des téléphones, le prix des vêtements importés, le prix de l'essence, ça c'est très important, des carburants. Et vous oubliez aussi qu'il n'y a pas aujourd'hui d'exportation sans importation. Vous parliez tout à l'heure de Trévest ou de Sochaux. Eh bien, sachez que dans une voiture française, il y a aujourd'hui 40% de composants qui sont importés et qui seront plus chers. D'ailleurs, vous proposez aussi un protectionnisme qui aura pour conséquence, en effet, l'inflation, de renchérir nos prix, de faire une perte de pouvoir d'achat, selon le taux d'évaluation, de 100 à 300 € par mois pour les Français. Ajoutons à cela qu'un pays qui se trouve dans cette situation-là est un pays qui perdrait immédiatement la confiance des investisseurs internationaux et qui devrait néanmoins continuer à rembourser sa dette. Laquelle dette serait toujours libellée en euros, donc elle coûterait plus cher, donc les taux d'intérêt seraient plus élevés, et vous vous trouveriez dans une situation où, assez vite, s'affaisserait à la fois notre appareil productif et notre système bancaire. Et Madame Le Pen, je vous le dis ici, la politique de sortie de l'euro telle que vous la voyez, c'est la politique de faillite de la France. Et c'est pour ça que les Français ne veulent pas et ne voudront pas de vos solutions. De la même façon qu'ils ne veulent pas et ne voudront pas du protectionnisme. Parce que vous savez, les pays dans le monde qui fonctionnent, c'est pas la Corée du Nord, c'est la Corée du Sud, c'est l'Allemagne, c'est les pays d'Europe du Nord, c'est la Chine. Ce sont des pays qui s'ouvrent. C'est la Grande-Bretagne qui a dévalué de 25%, c'est le Japon qui a dévalué de 30%. Oui, eux, ils se portent bien. Vous voulez revenir en arrière. Écoutez, vous parlez du Japon ou de la Grande-Bretagne, et le Japon et la Grande-Bretagne sont des pays qui sortent de périodes de récession longues, très longues. Et pas nous. Mais pas nous, du on n'est pas sortis, c'est tout. Écoutez, si vous voulez comparer les choses, la Grande-Bretagne, tout le monde aujourd'hui en fait des gorges chaudes. Ce que je constate, c'est que la Grande-Bretagne a eu une performance pendant la crise plus mauvaise, bien plus mauvaise que la France, et qu'elle a détruit une grande partie de son industrie. Donc, Madame Le Pen, franchement, vous êtes en train de proposer aux Français une politique de gribouille, une politique qui n'existe pas et qui ne marche pas. Monsieur, en 10 ans, nous faisions 3 millions de voitures, nous en faisons 1,7 million. On sait quelque chose. D'accord? Oui, vous êtes bien placé pour savoir, c'est pour ça que je vous en savez parle. Pourquoi? Et vous ne trouvez pas que c'est un effondrement de l'industrie? 700 000 emplois disparus en l'espace de quelques années, industriels. Vous ne croyez pas qu'on effondre l'industrie? Et vous êtes en train de me dire que l'euro n'a absolument aucune conséquence là-dessus? Vous savez bien que oui. Vous êtes en train de Madame Le Pen, vous êtes en train de me faire un dessin, encore une fois. C'est l'apocalypse selon Saint Jean. La réalité, c'est que l'histoire vous donne tort, monsieur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, quand le général de Gaulle a dévalué l'euro, le franc, pardon, de 30%, un tiers de sa valeur, eh bien, il a ouvert
15 ans de prospérité. Et on était dans la même situation. À l'époque, le vieux monde que vous représentez, était tétanisé. Ils voulaient surtout pas de dévaluation, ils avaient trop peur. La situation de la France était catastrophique. Il a relancé la France. L'inflation, encore une fois, était minime. Et on a eu des années de croissance, de développement de l'emploi, de plein emploi. Il y avait une inflation qui était objectivement très supportable. L'inflation d'ailleurs dont vous parlez, les taux d'intérêt dont vous parlez, c'est moins évident que ce que vous dites d'ailleurs par rapport à l'inflation. Madame Le Pen, donc, Madame Le Pen, voilà. franchement, donc, monsieur, vous moi je vous dis que si on ne sort pas de l'euro, il n'y a pas 50 solutions pour retrouver la compétitivité. Soit on retrouve une monnaie nationale, le nouveau franc français, car ça n'est pas l'ancien franc, donc on ne va pas diviser par 6,55. Que les choses soient claires, un nouveau franc égale 1 euro. Soit on baisse les salaires et le système de protection sociale. Ça, c'est une évidence. Eh bien, moi, je préfère agir sur la monnaie qui est un instrument régalien, un instrument de pouvoir qu'ont tous les États du monde, sauf la zone euro. Et ça n'est pas suffisant, permettez-moi, car la politique que je veux mener, contrairement à ce que vous dites, Monsieur Moscovici, n'est pas unique. C'est effectivement le retour à une monnaie nationale que l'on puisse maîtriser et adapter à notre économie. C'est un protectionnisme intelligent que font tous les pays du monde, Monsieur Moscovici, tous, sans exception, c'est le patriotisme économique, c'est-à-dire l'aide aux PME, PMI, ce qui n'est pas fait dans la politique actuelle, l'avantage donné aux PME dans l'accès au marché public, etc., ce qui est interdit par l'Union européenne. Pierre Moscovici, vous répondez. Je glisse juste une question. J'allais dire de bon sens, mais vous pouvez évidemment nous expliquer pourquoi votre réponse serait contraire. Quand on a quitté le franc pour l'euro, ça n'a absolument pas été une catastrophe. Pourquoi ça le serait dans l'autre sens? Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois que je viens d'expliquer les choses, mais je voudrais quand même répondre Madame Le Pen directement sur 3 choses. D'abord, vous réécrivez l'histoire du gaullisme que votre père a toujours combattu, toujours, que les partis d'extrême droite ont toujours combattu. Mais surtout, ce que vous ignorez, il y a un petit rapport entre le Front National et Jean-Marie Le Pen. Ce que vous ignorez, c'est pas le rapport avec la dévaluation faite par le général de Gaulle. Enfin. Mais laissez-moi parler. Ce que vous ignorez complètement, c'est qu'à l'époque, c'était pas la France qui était dans cette situation, c'est que le monde traversait ce qu'on appelait les 30 glorieuses et que nous avons eu, pas seulement nous, mais le monde entier, 5 à 6 points de croissance annuelle. Vous faites comme s'il n'y avait pas eu de crise dans les années 70 déjà. Et au fond, vous savez, il y a un aveu là dans ce que vous faites. C'est que la France dont vous rêvez, c'est la France des années 50. C'est une France sans décentralisation, c'est une France sans grandes entreprises, c'est une France avec le franc, c'est une France repliée sur elle-même, c'est une France qui n'est pas une France ouverte sur le monde. Le monde que vous voyez, c'est un monde passé, c'est un monde fini, c'est un monde fermé, et c'est pas ça le monde aujourd'hui. Deuxième remarque. On a aussi appelé ça les 30 glorieuses, excusez-moi, et même avec des taux d'inflation importants, les Français se sont offert leur maison. Oui, exactement. Honnêtement. Et ils avaient du boulot. Mais malheureusement, les 30 glorieuses, elles ont terminé dans les années 70, et chacun le sait ici. Deuxième chose, vous évoquiez l'industrie automobile. Et là, vous venez de faire un aveu terrible, qui montre que toute votre démonstration ne tient pas. Parce que c'est vrai que la France a de mauvaises performances dans l'industrie automobile. Je le répète, je suis élu de la plus grande circonscription automobile de France, et dans ma circonscription, il y a le centre de production de Sochaux. Mais c'est vrai qu'on produit aujourd'hui moins de 2 millions de véhicules en France, on produisait près de 3. Mais on produit en Allemagne plus de 4 millions de véhicules, avec la même monnaie que nous, l'euro. Qu'est-ce à dire? Ce qui est à dire, c'est que le problème de compétitivité, ce n'est pas le problème uniquement ou principalement monétaire. C'est que c'est précisément un problème à la fois de compétitivité, coût, et en effet, il faut réduire les coûts pour être plus compétitif, et c'est aussi un problème de compétitivité hors coût, c'est-à-dire la qualité. Vous savez très bien, en tout cas moi je le sais, que le problème de l'industrie française, c'est la montée en gamme, c'est d'avoir des produits qui soient des produits compétitifs. Et quand moi, ministre de l'économie et des finances, je traite la situation de PSA aujourd'hui, qui a besoin de trouver des partenaires industriels, il s'agit bien de ça, de trouver des moyens financiers pour se développer. Enfin, troisième remarque, vous évoquez la commande publique, les marchés publics pour les petites et moyennes entreprises. Pourquoi donc n'avez-vous pas voté à l'échelle européenne, il est vrai que vous n'allez jamais au Parlement européen, une directive qui est une directive sur les marchés publics qui donne précisément... Mais j'y étais, monsieur Moscovici, alors vous avez voté contre, qui donne précisément davantage de souplesse aux pays pour pouvoir avoir recours aux marchés publics pour les PME. Quand des textes européens sont bons, vous devriez les adopter. Monsieur, et donc, Madame Le Pen, vous faites un amalgame de tout, un amalgame dans le temps, un amalgame dans l'espace et un amalgame aussi entre toutes les politiques. D'abord, moi j'y étais, d'accord ?
Et deuxièmement, je suis content. et je vais vous dire ce que je conteste formellement, c'est que les PME françaises passent derrière les PME étrangères. Moi, je veux mettre en place une priorité d'accès aux PME françaises, avec l'argent public français, payé par les impôts des Français. Donc vous sortez aussi de l'Union européenne. Vous sortez aussi de l'Union européenne. C'était ma prochaine question, merci. Vous obligez, pas seulement de la zone euro. Vous obligez au marché public européen dans lequel les PME françaises passent toujours derrière les autres. C'est comme ça, Monsieur Moscovici, que vous poussez la Poste à acheter des scooters à Taïwan. C'est comme ça que vous poussez l'armée à aller faire fabriquer moi, je préfère qu'ils les achètent à Mandeur. Les habits dans les pays du Maghreb, etc., etc. C'est comme ça que notre police a des véhicules qui ne sont pas des véhicules français. Eh bien ça, moi, je ne l'admets pas, parce que je n'admets pas qu'avec l'argent qui sort de la poche des contribuables français, on ne puisse pas faire travailler les PME et les entreprises françaises. Ça, c'est ce que je veux. Je trouve que c'est juste. C'est ce que font des tas de pays, figurez-vous. C'est ce que font les États-Unis. C'est ce que font des pays comme le Maroc. C'est ce que font tous les pays qui ont du bon sens et qui considèrent que, avec l'argent public, c'est quand même mieux d'aider l'emploi l'emploi de leur pays et donc les entreprises de leur pays. Vous ne le faites pas parce que vous êtes embarqué dans une idéologie qui, encore une fois, est un échec. Marine Le Pen. L'Union européenne est un échec. L'euro est un échec. Et la souffrance que crée cet instrument qui est un échec, vous devriez au moins accepter. Moi, c'est ça que je ne comprends pas, de réfléchir sur d'autres solutions. On a l'impression que vous êtes face à une religion. Vous avez une religion, c'est l'euro. Et tout. Excusez-moi. Je vais au bout de votre propre religion. Non, mais terminez 2 minutes. On a un bon équilibre de temps de parole. Ce serait. Et si on remet en cause votre religion, on est fou, blasphème, et ce sera l'apocalypse. C'est pas ça, monsieur le président. Il y a 46 économistes français qui sont pour la sortie de l'euro. Il y a 10 prix Nobel d'économie qui sont pour la sortie de l'euro. C'est faux. Madame Le Pen, ça, c'est un exemple. Eh ben, écoutez, à chaque fois que vous me dites c'est faux, maintenant je vous connais, j'ai amené tous les documents. On ne se connaît pas si bien parce que j'ai la même liste que vous. Si, je vous connais bien. J'ai débattu contre vous, je sais vous dites c'est faux, et à chaque fois je vous montre que c'est vrai. Marine Le Pen, non, s'il vous plaît, je vous demande une chose. Oui, non, mais je sors ma petite liste, excusez-moi, j'ai le droit quand même. Je vais au bout je vais au bout de votre logique un instant. Ils sont pas contre après ce que vous venez de nous dire, je vous dis, Marine Le Pen, après ce que vous venez de nous dire, je comprends que, in fine, vous voudriez peut-être sortir de l'Union européenne. Est-ce que c'est le cas? Non pas seulement échapper à l'euro, mais sortir de l'Union européenne. Est-ce que c'est une option que vous retenez? Pierre Moscovici vous a posé la question, et c'est quand même ce que j'entendais très largement dans ce que vous venez de nous dire. Il y a 4 points que je veux renégocier avec l'Union européenne qui m'apparaissent essentiels à la liberté, à la souveraineté, à la prospérité et à la sécurité de mon peuple. On les cite simplement. On les cite. Souveraineté territoriale. Je veux que nous maîtrisions nos frontières et par conséquent, je veux renégocier avec la suppression de l'application de Schengen. Souveraineté monétaire pour pouvoir justement adapter ma monnaie à mon économie comme l'a fait la Grande-Bretagne avec beaucoup de conséquences très positives et le Japon avec beaucoup de conséquences très positives. Souveraineté législative. Je pense que dans une démocratie, Monsieur Calvi, ce sont les Français qui doivent avoir le dernier mot, pas une directive européenne. Et on en reparlera tout à l'heure avec la directive Lunasec qui va demain être votée au Parlement et qui veut imposer ce sur quoi vous avez reculé aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les revendications LGBT et la souveraineté économique, c'est-à-dire la possibilité de faire du patriotisme économique, comme je le disais tout à l'heure. Soit l'Union européenne me donne, m'accorde ces modifications, soit elle ne me les accorde pas, et à ce moment-là, je pense qu'il faut organiser un référendum et proposer aux Français d'en sortir, car notre sécurité, notre prospérité, notre liberté, notre identité ne peut pas être défendue avec ces 4 transferts de souveraineté. Je vous fais juste remarquer que les grands patrons anglais viennent d'écrire à David Cameron pour leur dire qu'une situation de ce type pour la Grande-Bretagne, dont vous vantiez certaines réussites il y a quelques instants, parce qu'ils ont en effet la maîtrise de leur monnaie, serait une catastrophe absolue. Oui, mais moi je défends les petits patrons, Monsieur Calvi, pas les grands patrons. Les grands patrons, c'est Monsieur Moscovici qui les défend. Pierre Moscovici. Alors donc, vous savez, quand au Conseil des ministres je présente, c'était le cas la semaine dernière, une ordonnance qui permet de simplifier les obligations comptables des très petites entreprises, ce qui fait 1,1 million d'entreprises, 97% des sociétés françaises, qui représentent pour elles plus d'1 million d'heures économisées, 110 millions d'euros d'économisés. Non, madame. Moi, je travaille pour les très petites entreprises, pour les PME de ce pays, et le pacte de responsabilité, on y reviendra. Il est d'abord fait pour elles. D'abord fait pour elles. Mais ils ont raison, les patrons anglais, de s'inquiéter. Mais vous savez, j'écoutais avec intérêt ce que disait Madame Le Pen il y a une seconde.
En réalité, elle a fait un aveu terrible, et là on est très loin du général de Gaulle, qui a tout de même construit l'Europe. Elle veut sortir de l'Union européenne. Elle n'en accepte pas les disciplines. Et vous savez, l'Europe, c'est pas ce que vous dites, Madame Le Pen. Aujourd'hui, l'Europe est le premier exportateur mondial. La France, avec 1% de la population mondiale, est le 5e exportateur mondial. Donc, vous êtes comme toujours en train de dire, voilà, ça va pas, ça va pas, ça va pas, d'insister sur tout ce qui fait peur, car c'est ça le fonds de commerce de votre parti. Et en réalité, vous n'êtes pas capable de vous rendre compte à quel point nous sommes interdépendants avec nos partenaires. 59%, de la balance commerciale, 59%, Madame Le Pen, je vous écoute toujours, non pas religieusement, mais laïquement, 59% de nos exportations et de nos importations est fait avec des pays de l'Union européenne et même de la zone euro. Et c'est de ça que vous voulez partir, et vous ne souhaitez pas que nous continuions à bénéficier des bienfaits d'un marché intérieur de 600 millions de consommateurs. Ce que vous voulez, c'est toujours la même chose. C'est la France qui se replie sur elle-même, c'est la France d'avant-hier. Et vous venez de parler des grandes entreprises. Nous avons besoin, en France, d'un tissu productif qui comporte des grandes, des petites, des moyennes, avec un tissu qui soit équilibré, avec des relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants qui soient équilibrées. Voilà ce que je dis. Mais après, vous avez évoqué la supposée religion européenne qui serait la mienne. Je suis un Européen convaincu, et depuis toujours, et je le resterai. Mais je ne veux pas, moi, que l'Europe... Mais non, vous savez, laïque, je le suis en tout, en tout. Et donc, il n'y a pas d'amen. Je le suis parce que je sais que c'est bon pour mon pays et parce que je sais que la France est grande quand l'Europe est grande. Mais je vois aussi ce que l'Europe n'apporte pas aujourd'hui. Je sais que l'euro, par exemple, est une construction incomplète. Et je dis qu'il est très important que nous soyons capables de rééquilibrer la construction européenne, de la tourner vers la croissance et l'emploi. C'est la raison pour laquelle, moi, ministre de l'économie et des finances, j'ai été voir le commissaire européen il y a quelques mois chargé des questions économiques et monétaires et j'ai demandé un délai de 2 ans pour que nous puissions réduire nos déficits en deçà de 3% du PIB. C'est la raison pour laquelle la France s'est battue pour qu'on crée ce qu'on appelle l'union bancaire, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre de prévenir la reproduction des crises bancaires. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'on ait dans nos pays qui ont besoin de réformes, parce qu'on a besoin de réformes, comme la France, des réformes dites structurelles, qu'on réduit les déficits, eh bien on les fasse, mais qu'à côté des pays comme l'Allemagne soient capables d'augmenter leurs demandes. Et quand je vois que, par exemple, le SPD en Allemagne a obtenu la création d'un salaire minimum, je me dis que les choses vont dans le bon sens. Je suis pour l'Europe du progrès, je suis pour une Europe de la croissance. Vous êtes pour la France toute seule, repliée, en imaginant qu'on va vous suivre. Personne ne vous suivra, ni les chefs d'entreprise français, ni nos partenaires étrangers. Et encore une fois, c'est une France recroquevillée, rétractée, retournant dans le passé que vous proposez aux Français. Ils n'en veulent pas. Ils veulent une question. J'aimerais juste vous poser une question. S'il vous plaît, je voudrais juste quand même répondre 2 secondes. Simplement, entre les turiféraires de l'Europe et les satanistes, ce qui veut dire que ce sont des religions qu'on pourrait trouver dos à dos, très simplement, l'Union européenne n'a vraiment absolument rien apporté de bon à la France, selon vous? Non, je ne crois pas. Je crois que d'abord, il a transféré les souverainetés du peuple français à une structure supranationale. Et que ça a été fait dans le dos des Français et contre leur volonté, puisqu'au traité de Lisbonne, ils l'ont rejeté. Et pourtant, pas le traité de Lisbonne. la Constitution européenne, c'est la même chose. Excusez-moi. Marine Le Pen, rien apporté de bon à la France. Ce débat-là est fermé. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne peut pas débattre sans tomber dans la caricature que vient de donner M. Moscovici. Si vous nous dites que l'Europe n'a absolument rien apporté à la France, c'est 50% de nos échanges commerciaux. On va se illuminer nos maisons avec des bougies, et puis on va casser des cailloux, et puis on aura nos carrioles. Mais ça n'a aucun sens, M. Moscovici. Avant qu'il y ait la construction européenne telle que vous l'avez voulu, conçue et construite, avec l'UMP d'ailleurs, on commerçait. Et on commerçait beaucoup, et on exportait beaucoup, et on exportait beaucoup mieux, et on importait moins, parce qu'on avait une industrie, parce qu'on avait d'abord conquis notre marché intérieur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Encore une fois, le déficit de la balance commerciale est à un record. Donc on exporte beaucoup moins qu'on importe. Ça, c'est votre résultat. Alors ne me dites pas que si on avait une monnaie nationale, encore une fois, comme 95% des pays du monde, nous retournerions au Moyen-Âge. Ça n'a aucun sens. Ça sert à rien, cette caricature-là. Moi, je crois qu'une économie, elle doit aussi pouvoir s'appuyer sur un État stratège, c'est-à-dire un État qui donne des règles du jeu, parce rien n'existe sans règles du jeu. Cet État stratège aujourd'hui, il est réduit au minimum, il est bâillonné parce que ce sont les technocrates européens qui décident
pour nos gouvernants. C'est pour ça que j'ai dit que M. Hollande était le dirigeant d'un gouvernement technique. Or, les décisions qui nous sont imposées mais prouvent leurs mauvais résultats. Quand est-ce qu'on va dire ben voilà, la balance définitivement est négative, l'euro ça n'a pas marché, l'Europe ça n'a pas marché, ça crée de la souffrance, ça crée du conflit, ça crée de l'hostilité entre les peuples, parce que c'est pas la paix là, excusez-moi, c'est la guerre économique, c'est l'hostilité entre les peuples, voilà. Les Allemands sont traités de nazis, les Espagnols sont traités de ceci, les Grecs sont traités de flemmards, les Français sont traités de dépensiers. Si c'est ça votre paix, honnêtement, moi ça n'est pas la vision de la paix. Donc voilà, nos entreprises souffrent encore une fois considérablement et nous n'avons pas évoqué le pouvoir d'achat, Monsieur Moscovici. Désolé de vous parler de choses un peu terre à terre. Le pouvoir d'achat. Quand vous payez, non mais Monsieur Moscovici, quand vous payez aujourd'hui 17 francs le café, vous auriez payé, vous, il y a 10 ans, 34 francs de café? Sûrement pas. Alors quand on nous dit que l'euro n'a pas eu de conséquences sur la baisse du pouvoir d'achat et n'a pas entraîné une augmentation spectaculaire des prix, on ment aux Français. Et pourtant, vous leur avez menti, chiffres à l'appui. À chaque fois en disant non, l'INSEE dit que... Mais les Français, ils voient bien la réalité de leur vie Madame Le quotidienne. Pen, vous savez, vous êtes vraiment experte en caricature, et à vous écouter, il n'y a rien de bon dans la construction européenne, rien de bon dans l'euro, et encore une fois, je le dis mais de manière très calme, ce que vous préconisez, c'est en effet le retour à la France d'avant. Et vous parliez du marché intérieur. Vous savez ce que c'est le marché intérieur français? C'est 65 millions de consommateurs. Et je le répète parce que c'est très important, il faut que les Français sachent ce qu'est la réalité de l'économie française. Ce n'est pas ce que vous présentez. C'est encore une fois la 5e puissance exportatrice du monde avec 1% de la population. Et je préfère 1000 fois qu'en effet, nous ayons un marché intérieur de 600 millions de consommateurs plutôt que celui de 60 millions de consommateurs. Et puisque vous évoquez l'euro, encore une fois, il y a quelque chose qui est totalement contradictoire et qui fait que vous vous trompez complètement. C'est la France qu'il faut réformer. Et c'est l'euro qu'il faut changer. Mais c'est pas l'euro qu'il faut jeter. Notre performance comment, eh bien, j'y viens. Notre performance par rapport à l'Allemagne, elle est, hélas, bien plus mauvaise. Nous avons aujourd'hui, le déficit commercial français s'est réduit, il était de 74 milliards, j'espère qu'il ira vers les 60 milliards cette année, mais il reste élevé alors que l'excédent allemand est de 160 milliards d'euros. Quelle est la différence? Est-ce que c'est la monnaie? Non, nous avons la même monnaie, l'euro. La différence, c'est que l'Allemagne a fait des réformes qui sont favorables à la compétitivité, qu'elle a donné la priorité à son industrie. Et moi, ce que je dis, c'est que ce qu'il faut, vous parliez d'Arnaud Montebourg, et là je l'approuve complètement, c'est une stratégie offensive. C'est une stratégie qui aide, par exemple, à financer nos exportations. Je vais prendre un exemple. Il y a 1 an, nous avons obtenu une commande pour les chantiers de Saint-Nazaire, le plus gros paquebot du monde, 300 et quelques mètres. C'est parce que nous avons mis en place des financements export qui étaient tout à fait performants. Et quand nous mettons en place 34 plans industriels, par exemple sur le véhicule de demain ou sur l'hôpital numérique, c'est ce qu'a fait Arnaud Montebourg, nous sommes en conquête. La France, elle ne doit pas se replier sur elle-même, elle ne doit pas être nostalgique du passé, elle doit aller de l'avant et pour ça, elle doit être vraiment compétitive. Et encore une fois, j'espère qu'on y reviendra tout de même, c'est ça le pacte de responsabilité. Faire en sorte que nos entreprises, les grandes, les petites, les moyennes, aient les moyens d'investir. Parce que si on ne se donne pas les moyens d'être offensif, d'investir, d'être créatif, d'être innovant, eh bien on n'y arrivera pas. Et j'ajoute une dernière chose sur l'Europe. Oui, moi je suis attaché à cette Europe de la jeunesse, une Europe dans laquelle on peut circuler, en effet, dans laquelle on peut échanger culturellement, une Europe qui permet de financer des investissements chez les uns et chez les autres. Je citais tout à l'heure la Banque européenne d'investissement. Il faut réformer l'Europe. Il faut que l'Europe soit mieux gouvernée. Il faut qu'il y ait un budget de la zone euro. Il faut qu'il y ait un gouvernement économique de la zone euro. Il faut qu'il y ait une politique de croissance en zone euro. C'est ce que nous proposons. L'oligarchie européenne. Mais arrêtez avec l'oligarchie, madame. On va repartir, madame si vous le voulez bien, ça, franchement, sur le pacte de responsabilité ce coup-là, et l'économie française. J'ai une question très précise à vous poser et on va clore le dossier européen. Donnez-moi un exemple, un seul, Pierre Moscovici, une mesure concrète prise cette année, je dis bien cette année, par l'Union européenne qui a amélioré le sort ou la vie des Français. Et quand nous avons fait l'union bancaire, c'était au mois de décembre, ce que nous avons décidé, c'est que vraiment maintenant, nous allions faire en sorte que nos banques payent pour les faillites bancaires. Jusqu'à aujourd'hui, c'était les contribuables qui étaient sollicités. Désormais, ce
ce seront les banques qui paieront pour les défauts des banques. Ça, c'est fondamental. Les banques ou les déposants, monsieur Moscovici? Les banques. Eh bien, puisque vous me parlez des déposants, qu'est-ce que c'est que l'union bancaire? Vous devriez le savoir, Madame Le Pen, députée européenne, je le rappelle. C'est la supervision des banques pour savoir comment elles se portent, et ça c'est très important. On attend d'ailleurs les résultats. C'est deux, la résolution bancaire. Ne soyez pas inquiète. Si, je suis très inquiète. Elles sont très solides. Je suis très inquiète. Non, elles ne sont pas solides, monsieur. Vous le savez. Et vous savez très bien que le Crédit Agricole n'est pas solide du tout et que probablement on va être amené encore à venir les sauver. Donc vous ne pouvez pas dire que le système bancaire français va bien, monsieur Moscovici. Le système bancaire français est très solide. Non, vous ne pouvez pas dire cela. Il est très solide. Vous ne pouvez pas dire cela. Rien à craindre de la je sais très bien que c'est l'omerta sur ce sujet. Je le sais très bien. Mais la réalité, on la doit aux Français. Vous annoncez que le Crédit Agricole va se casser la gueule? Ce que je vous annonce, c'est que le Crédit Agricole va très mal, bien entendu. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'appeler les déposants à retirer. Ben voilà, c'est ça. Oui, Madame Le Pen. Voilà, vous l'avouez. Vous avouez que vous mentez aux Français parce que vous avez peur de la panique. Voilà ce que vous avouez. Vous parlez de patriotisme. Eh bien, ça, c'est une attitude antipatriotique. Moi, je vais vous dire, monsieur Calvi. Mais je vais aller jusqu'au bout de ma réponse, puisque vous m'avez posé une question qui était sur les déposants. Donc l'union bancaire, c'est la supervision, et je répète que nos banques sont solides et qu'on peut leur faire confiance, alors que vous essayez, vous, de créer la défiance. Non, je dis la vérité, que c'est la résolution qu'on paye pour les banques, que ce sont les banquiers qui paieront pour les faillites des banques. Et 3, nous avons créé une directive sur la garantie des dépôts. Et donc, non, nous protégeons les épargnants, les déposants. Voilà ce qui est positif. Et pour vous, il n'y a jamais rien de positif. Et toujours la même chose, la peur. C'est la vérité. Et la peur. La vérité. Vous regardez l'avenir dans le rétroviseur. Vous voulez faire peur. Parce que peut-être vous avez peur. Depuis 10 ans que nous avons... Non mais permettez-moi, depuis 10 ans que nous avons évoqué les problèmes économiques, tous, monsieur Moscovici, se sont révélés exacts. Tous. Vos prévisions à vous ont toutes été fausses. Nos prévisions à nous ont toutes été justes. Vous avez fait les prévisions, et j'ai même réussi. Oh oui, monsieur, faut aller voir. Regardez, nous avons même fait votre plan d'endettement, pas de désendettement, parce que vous êtes incapable de désendetter, et vous le savez. D'endettement, et on est arrivé à 10 milliards d'euros près au niveau de la dette actuelle. Vous voyez comme on est bon. La réalité, c'est que le FMI, aujourd'hui, propose de développer le système chypriote. C'est-à-dire que le FMI envisage de faire payer les déposants des banques à hauteur de 10%. La Bundesbank a repris cette idée il y a quelques jours et vous le savez. Parce que ce n'est pas les banques qui vont payer pour leur propre faillite pour une raison simple, monsieur Moscovici, c'est qu'elles n'ont pas les fonds propres pour le faire et vous le savez. Et il y a un autre sujet que nous n'avons pas évoqué. Madame Le Pen, il y a un autre sujet que nous n'avons pas évoqué. Il y a un autre sujet que nous n'avons pas évoqué. Et le jour où on connaîtra le niveau des créances pourries, on va hélas sourire jaune. C'est ce que nous coûte l'euro. Ce que nous coûtent les différents plans de sauvetage, monsieur Moscovici, on oublie ça. Ah bah oui, ça c'est hors bilan, comme on dit, hein. Ça on le cache bien aux Français. C'est, je crois, près de 70 milliards d'augmentation de la dette que nous a coûté les différents sauvetages de la Grèce, du Portugal, de Chypre. Étant entendu que, semble-t-il, la Grèce envisagerait même de réclamer un troisième plan d'aide. Ces 70 milliards d'aggravation de la dette, monsieur Moscovici, pourquoi est-ce que vous ne le calculez pas dans ce que nous coûte cette monnaie? C'est votre dernière intervention sur le domaine européen. Excusez-moi. Avec vous, Madame Le Pen, vraiment. Rapidement. Oui, très rapidement. Plus c'est gros, plus ça passe. D'abord, s'agissant de Chypre, je peux vous dire que j'y étais. Donnez-moi les chiffres, alors, monsieur Moscovici. J'y étais. Oui, j'étais là quand on a trouvé la solution et on a garanti les dépôts des Chypriotes jusqu'à 100 000 euros. Vous le savez, et vous n'avez quand même pas à défendre cette économie casino qui était hautement suspecte. Donc nous sommes en train de la réformer. Et deuxième chose, s'agissant des plans, ils ne sont pas du tout, hors bilan. Ils sont votés chaque année en loi de finances. Combien et ça ce sont des prêts, Madame Le Pen. Oui, ce sont des prêts. Et la Grèce va nous rembourser. Des prêts. Mais oui, bien sûr. C'est bien de vous ça êtes dont prêt il à mettre s'agit. votre patrimoine sur la table, bien sûr, en pariant ça. Non, enfin, la Grèce Madame va Le nous Pen, rembourser. Arrêtez. Tout ça Comment est voté la Grèce va par nous les rembourser, Français, monsieur voté par le Parlement français, et ce ne sont pas des dons. Monsieur, et ça, vous 172% du PIB, la dette grecque, ça continue d'augmenter. Comment elle va nous rembourser? Arrêtez de dire aux Français qu'ils vont être remboursés. Qu'est-ce que vous voulez faire sur la Grèce, madame? Vous voulez faire en sorte que ce peuple, vous évoquiez tout à l'heure, parce qu'il y a une notion qui vous est étrangère, c'est la notion de solidarité. Vous avez été en Grèce, vous savez comment ça se passe en Grèce? Solidarité? Oui, la vous solidarité. Vous osez me parler de la solidarité? Oui, je vous parle de la solidarité. Parce que les Grecs... Grèce, oui, avec en Grèce. Plus de 50% de chômage des jeunes, avec des baisses de salaire de 30%, Madame Le Pen, avec la souffrance sociale que vous avez imposée là-bas, vous osez me parler de solidarité? Et vous, socialistes, vous devriez avoir... Les Grecs, Madame Le Pen, ils ont choisi
contrairement à ce que vous voulez faire, de rester dans l'euro. Ils ont choisi la pauvreté. Ils ont choisi de rester dans l'euro. Ils ont choisi de voir baisser leur espérance de vie. Ils savent que la sortie de l'euro, c'est la ruine. On revient en France. Il l'a choisi. On revient en France. Arrêtez. C'est ça que vous voulez pour la France? Vous n'avez pas le droit de parler ça comme n'est ça. pas. On Si, repart. je parle comme ça parce que ça, c'est la parce que vérité. c'est un mensonge. Et elle est cruelle, monsieur Moscovici. Non, un mensonge. Mais pourtant, c'est la vérité. Et ça, c'est la conséquence de votre politique. Et l'on revient Alors, ne parlez en pas de France. solidarité avec la Grèce. Et l'on revient en parce que la Grèce, France. vous l'avez tuée avec votre politique. C'est la Grèce qui a malheureusement mais bien sûr, c'est de leur faute. une quasi-faillite. Puis c'est de la faute de Que l'Italie. Merci. Et c'est de la faute de l'Espagne. Et c'est de la faute du Il Portugal. nous reste 10 amortir. minutes pour parler C'est de la du faute de pacte tout de le monde. responsabilité. Sauf la vôtre. J'ai Bah, accepté, allons. s'il vous plaît. Allons. Sauf la Il nous vôtre. reste Allons. 10 minutes pour parler du pacte de responsabilité. Encore Il y a une question. Non, on y revient. Nous venons de parler de l'Europe là pendant 30 minutes, je vous rappelle. C'est trop court. On n'a pas parlé de la dette. On se pose tous la question. Quelles sont les contreparties que vous allez exiger des entreprises en échange des 30 milliards de baisse de charges? Peut-être dire d'abord ce que c'est que le pacte, parce que c'est en effet 30 milliards de baisse de charges, dont les 20 milliards qui ont déjà été consentis par le crédit d'impôt compétitivité emploi. Pourquoi faire? Pour permettre encore une fois à nos entreprises d'investir, et elles le demandent. C'est deuxièmement aussi, il faut le dire, parce que les contreparties, c'est contreparties de quoi? Ce sont des assises de la fiscalité des entreprises. Moi, je souhaite par exemple que notre taux d'impôt sur les sociétés puisse être plus bas, que l'assiette puisse être plus performante, qu'on supprime des petites taxes qui pèsent sur la production et qu'on crée une nouvelle relation de confiance entre l'administration fiscale et les entreprises avec la fin de cette phobie du contrôle. J'étais à Lille, je voyais des chefs d'entreprise, ils craignent ça, nous voulons résoudre cela. Et quand nous aurons fait Raison ça... d'être phobique? Moi, je pense qu'il faut changer la culture de l'administration française, et je m'y emploie avec Bernard Cazeneuve, c'est-à-dire que nous faisons en sorte que les méthodes de contrôle fiscal changent, et aussi de créer cette relation de confiance. De quoi s'agit-il? C'est que nous proposons à des entreprises d'être transparentes, et à partir de là, leurs comptes sont validés au fur et à mesure, et ça évite les contrôles a posteriori. Et je souhaite que nous puissions légiférer sur ce point d'ici à la fin 2015. Ce serait formidable, je crois. Et nos entreprises, elles attendent ça. Elles attendent plus de stabilité, plus de prévisibilité, plus de lisibilité, moins de charges et aussi une fiscalité qui soit plus performante. Vous avez beaucoup d'avance et ma question c'était qu'est-ce que vous leur demandez en échange? En contrepartie, ce que nous leur demandons, et la contrepartie n'est pas une option, c'est fondamental, parce que s'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de pacte. Nous leur demandons de l'emploi, et avec de meilleurs emplois, des emplois pour les jeunes, des emplois pour les seniors. Nous leur demandons aussi de l'investissement en France, nous leur demandons des engagements sur la localisation des sites de production en France. Bref, c'est le dialogue social qui doit permettre d'avancer. C'est ça, en effet, une méthode social-démocrate. C'est ce qui permet de créer un grand compromis économique et social en France, et je pense que c'est une politique d'intérêt général à laquelle tout le monde devrait adhérer. Est-ce que vous faites confiance aux entreprises pour jouer le jeu, Marine Le Pen? Pas le problème des entreprises, pour M. Calvi, c'est le problème des impôts qui leur tombent dessus tous les jours, c'est le problème d'une administration fiscale et d'une administration générale qui est totalement tatillonne. Il faut faire 3 choses d'urgence, dont une qui était une de vos promesses, vous l'avez oubliée, bon c'est pas grave, une de plus. C'est le ministre vient de vous dire qu'il voulait changer l'état d'esprit. Oui, on va changer l'état d'esprit, oui, d'accord. Vraiment, je vous aimerais bien avoir du concret, parce que les histoires d'état d'esprit, je pense que les vrais patrons, ils en ont un peu marre d'entendre ça. La réalité, c'est qu'ils sont incapables de prévoir un chemin pour leur entreprise, parce qu'on change les règles du jeu en permanence, parce qu'on alourdit la fiscalité en permanence, et parce que on n'a pas mis d'IS, il fallait mettre un IS progressif. C'était une promesse de François Hollande. Il ne l'a pas mis en œuvre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, encore, les grandes entreprises payent 8% d'impôts parce qu'elles font de l'optimisation fiscale, etc. Contre cela, on n'a rien fait, et que les petites entreprises en payent plus de 30%. Elle est là, la réalité. Quand on devrait mettre l'équivalent d'un small business administration, c'est-à-dire une administration unique, un guichet unique pour les petites entreprises, on ne le fait pas parce que l'Union européenne l'interdit et parce que le gouvernement se refuse à imposer aux banques qu'on a pourtant sauvées, et peut-être pas terminé, permettez-moi, de prêter aux entreprises. Ça veut dire que les banques ne prêtent pas. Alors quand on me dit « Oh oui, les banques, on va faire des prêts, etc. » C'est pas vrai. Les banques ne prêtent pas aux entreprises. Et il y a des entreprises, la majorité des entreprises qui sont en défaillance aujourd'hui, elles sont en défaillance pour des problèmes de trésorerie. Parce que les banques ne jouent pas leur rôle et que comme ce sont elles qui décident dans notre pays maintenant et que le pouvoir politique a la main molle, eh bien, ça continue comme ça et on voit des emplois tomber et on voit des entreprises tomber. Alors moi, les grandes déclarations, M. Calvi, sur on va changer l'état d'esprit, etc., j'attends effectivement de voir, mais je peux vous dire en tout cas que les vrais patrons, je ne parle pas des patrons commis,
ceux qui sont nommés par des copains, qui passent de la grande finance au cabinet ministériel, etc. Je parle des vrais patrons. Les vrais patrons, ils n'ont aucune espérance. Énormément de patrons, notamment de la CGPME, ont dit qu'ils étaient très preneurs de ces mesures. Pardon ? Énormément de patrons, notamment de la CGPME, ont expliqué qu'ils étaient pour certains d'entre eux preneurs du pacte et de ce qui va aboutir à le pacte. À alléger, on va dire, d'abord le pacte. Leur vie d'entrepreneur. Non, mais d'abord, on n'a pas demandé à M. Moscovici, mais c'est pas grave. On s'en moque, ce 30 milliards. Comment est-ce qu'il est financé ? On sait toujours pas. Parce qu'on a quand même évoqué un certain nombre de pistes qui sont des pistes inquiétantes. Quand je vois que M. Hollande prend ses conseils auprès de M. Hartz, qui est bien connu en Allemagne, c'est M. Eurojob. C'est celui qui a créé des jobs à 1 euro de l'heure. Mais c'est votre modèle, ça m'étonne pas des masses. Mais moi, ça n'est pas mon modèle. Moi, ça n'est pas mon espérance pour la France. Quand je vois qu'il prend ses conseils auprès de M. Macron, quand je vois qu'on envisage demain de retirer la déductibilité de la CSG, donc vous savez qu'elle va avoir comme conséquence immédiate l'augmentation des impôts payés par les Français, etc., etc. Moi, je me demande encore une fois si on ne va pas assister à un alourdissement des impôts et des taxes. Il y en a quand même 84 qui avaient été créés en 2 ans, vous vous souvenez, hein. 1 an Nicolas Sarkozy, 1 an François Hollande, sur les Français, et notamment sur les classes moyennes et sur les classes modestes. Ces classes moyennes, ces classes modestes n'en peuvent plus, mais on a le sentiment que ça a peu d'importance. Et je termine juste sur une phrase, c'est que cette dévaluation interne, hein, sur le modèle allemand que représente le pacte de compétitivité, ça représente une dévaluation de 3%. C'est-à-dire que c'est dérisoire par rapport à la dévaluation qu'on pourrait obtenir grâce à la monnaie et qui, elle, serait véritablement susceptible non seulement de relancer l'économie, comme l'a avoué M. Montebourg, mais évidemment de créer des emplois, comme l'a avoué M. Montebourg. On a parlé d'évaluation, pour moi c'est le synonyme d'inflation, de perte de pouvoir d'achat, et c'est aussi le synonyme de l'affaiblissement de la France. Je crois que tout le monde l'a compris. Mais vous vous êtes fait, il y a quelques secondes, le porte-parole des entreprises, après vous êtes fait le porte-parole du peuple. Je ne sais pas où vous rencontrez des chefs d'entreprise. Moi, je le fais sans arrêt. Tout le temps, pourtant, et je le faisais encore à Lille à midi. Et il y en avait des grands, des petits, des moyens. Il y avait en effet les représentants de la CGPME. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce pacte de responsabilité, c'est exactement, je dis bien exactement, ce qu'attendait non pas le patronat, mais les chefs d'entreprise de ce pays. Parce que nous disent-ils ? Ils nous disent, nous sommes des créateurs et nous voulons avoir du temps, de l'énergie, des moyens pour nous consacrer à l'acte d'entreprendre. Et ça passe par investir. Et en effet, c'est ce que nous allons faire. Et puisque vous parliez fiscalité des entreprises, je vais être extrêmement simple avec vous. Moi, je souhaite une fiscalité d'entreprise plus légère. J'évoquais le taux de l'impôt sur les sociétés. Je souhaite qu'il soit plus bas. C'est-à-dire, écoutez, aujourd'hui, le taux d'impôt sur les sociétés, et d'abord peut-être pour les grandes entreprises, il est à 38% avec une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés. Eh bien, moi, je souhaite que ce soit plus bas, avec une assiette qui, en effet... Les grandes entreprises ? Oui, bien sûr, pour les grandes entreprises. Elles payent 8% de moins en moyenne, mais non, Madame Le Pen, elles ont une surtaxe à l'impôt sur les sociétés qui fait que si vous acceptiez 30 secondes de traiter les sujets et de vraiment travailler un peu sur les dossiers plutôt que d'asséner des chiffres, vous avez 38%, c'est le taux. Mais ce taux, en effet, il n'est pas le taux effectif puisqu'il y a des stratégies d'optimisation. Je souhaite un taux plus bas avec une assiette qui soit plus compacte et plus égalitaire. Et la deuxième, si on baisse l'impôt sur les sociétés, ce qui peut être tout à fait une mesure favorable pour ces dites sociétés, il y a quelqu'un qui paye plus d'impôts ailleurs. Mais je veux bien savoir qui. Et c'était ma deuxième remarque, c'est que en effet, vous évoquiez les cotisations familiales qui donc aujourd'hui pèsent sur le facteur travail, et ça n'est pas une bonne chose pour la compétitivité de l'économie française. Et c'est demandé depuis longtemps, et il faut le transférer autrement. Et vous évoquez la fiscalité d'entreprise, et je souhaite, et je m'engage ici, à ce que les prélèvements obligatoires baissent d'ici à la fin, les impôts baissent d'ici à la fin de ce quinquennat. Non, ça c'est tout à fait prévu, faisable, et vous verrez que ça sortira de ces assises dans les 2 mois qui viennent. Mais comment financer ça ? Par des économies sur les dépenses publiques. Et quand des ministres, je n'arrive jamais à savoir. Le président de la République, je vais vous donner un exemple. Je suis moi ministre de l'économie et des finances. C'est une administration qui est une grande administration. C'est une administration à réseau, comme on dit. Il y a 155 000 fonctionnaires dans ce ministère. Chaque année, nous supprimons 2500 emplois budgétaires et nous le faisons en modernisant l'administration.
Nous avons diminué le fonctionnement du ministère de 5%, les dépenses d'intervention de 5%. Et nous le faisons justement parce que nous sommes capables d'avoir une administration qui est plus moderne, qui est dématérialisée, qui est plus efficace. J'ai par exemple annoncé la suppression du timbre pour les passeports. Ça, c'est un truc qui, pour le coup, datait de la lampe à huile, des tâches qui n'étaient pas nobles et qui occupaient les emplois. On peut les recycler. Et donc, il faudra faire des économies partout. Et sur l'État, et sur les collectivités locales. Non, justement pas. Parce que c'est parfois nécessaire, hein, mais non, ça n'est pas du rabot, puisqu'il y a des ministères qui sont des ministères gros contributeurs. Le mien l'est, la défense l'est. Il y en a qui touchent des emplois. Par exemple, l'éducation nationale, et c'est nécessaire, parce qu'on avait supprimé 80 000 emplois dans l'éducation nationale, la sécurité, la justice, Pôle emploi. Et donc, non. Mais vous avez raison, ce qu'il faudra faire, et c'est ce que nous faisons autour du président de la République lui-même, dans le conseil stratégique de la dépense publique, c'est examiner les politiques publiques pour faire des réformes dont notre pays a besoin. La réforme, voilà ce que Mme Le Pen refuse. Plus de taxes, une plus question. d'impôts. Évidemment, ça va être ça ne peut être que ça. Allez-vous privatiser, pardonnez-moi, c'est pas bien ce que je fais parce que Pierre Moscovici a de l'avance, mais envisagez-vous de privatiser, de céder des participations ou d'abandonner des missions de l'État? En quelques mots, s'il vous plaît. De revoir des politiques publiques, d'en supprimer certaines, d'en améliorer d'autres, mais oui, bien sûr. Et puis, puisque vous évoquez la gestion de nos participations, elle doit être dynamique. Non, pas de privatisation. Mais s'il s'agit de céder 1%, par exemple, ça a été fait de ADS, ou quelques pourcents de Safran, eh bien, nous le ferons. Et nous le ferons, par exemple, pour dégager des ressources pour d'autres investissements. Oui, des investissements dans la défense ou des investissements, par exemple, dans telle ou telle entreprise. Il faut être dynamique dans la gestion du secteur public, du patrimoine public. Le gouvernement promet 50 milliards d'économies. Réduire la dette, est-ce que c'est une nécessité aussi pour vous, présidente du Fonds national? Le seul moyen de réduire la dette, c'est de créer de la croissance. Voilà, c'est clair. Je veux dire, presque à la limite, c'est le chômage qui coûte les 60 milliards de déficit. Je suis désolé, hein, mais c'est la réalité. En alourdissement de cotisation sur les entreprises, parce qu'il faut quand même voir une chose, c'est que si les entreprises, si sur elles pèsent beaucoup de charges, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de chômage. Et on n'arrivera pas à sortir de ce cercle vicieux, qui est celui qui fait que M. Moscovici s'est rendu compte à la fin de l'année, il nous manque 15 milliards de manque à gagner, dis donc, de recettes fiscales. Ah bah oui, quand on tue le pouvoir d'achat, à un moment donné, les gens ils peuvent plus payer d'impôts, et puis les entreprises ils peuvent plus vendre parce qu'il n'y a plus de clients, voilà. Parce que quand on effondre le pouvoir d'achat, quand on alourdit les impôts, eh bien les Français ils ne peuvent plus consommer, et par conséquent, eh bien ça crée une rétractation de l'économie, ça crée donc une perte de recettes fiscales pour l'État, ça crée encore plus de chômage, ça crée donc plus de déficit et ça crée donc plus de dettes, Monsieur Moscovici. Si vous êtes au pouvoir, vous baissez les impôts. Tant que vous n'arriverez pas à sortir de ce cercle vicieux qui vous est imposé par l'idéologie ultralibérale de Bruxelles, eh bien, on va continuer à s'enfoncer dans la souffrance, dans le chômage de masse, dans la baisse de pouvoir d'achat et donc dans l'augmentation du poids. Si vous étiez au pouvoir, vous baisseriez les impôts? Mais on peut baisser les impôts. Au risque de creuser encore plus les déficits? Mais non, on peut baisser les impôts à partir du moment où on a relancé et on a retrouvé la croissance. Et ça peut évidemment être immédiatement la conséquence d'une monnaie qui est adaptée à notre économie, d'un protectionnisme intelligent, d'un patriotisme économique, et tous ces trois éléments-là ensemble, eh bien, vont redonner, comme ça a été le cas dans l'histoire de France, une bouffée d'oxygène à notre économie, recréer de la croissance et donc recréer des recettes pour l'État et évidemment, à ce moment-là, permettre de pouvoir baisser les impôts. Vous venez de parler l'un et l'autre pendant 1 heure, 30 minutes chacun donc, de la situation de l'Europe et de la situation économique du pays. On a une actualité importante avec ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Si vous souhaitez nous dire un dernier mot sur la situation économique, j'y vois pas d'inconvénient, mais il faut qu'on puisse traiter de l'actualité du jour avec ces 24 heures qui viennent d'être quand même extrêmement denses sur des tas de plans. Moi j'ai entendu beaucoup de slogans. Je pense que ceux qui vous auront écouté attentivement auront compris la différence entre nous. La différence entre nous, c'est que vous êtes en train sans arrêt de dénoncer un peu d'idéologie, que vous n'avez aucune proposition crédible, que vous assénez des séries de chiffres qui sont toujours des chiffres négatifs. Vous, jamais de et chiffres que en moi, revanche, j'ai remarqué. Moi, Madame Le Pen, jamais, hein. moi, Madame Le Pen, je suis dans l'action. Mais... Et que diriger un pays comme la France, ça n'est pas se tourner toujours sur 3 sujets, l'Europe, le protectionnisme et ajoutons l'immigration, c'est aussi porter des valeurs, c'est être européen, c'est se défoncer pour que ce pays soit crédible, pour faire en sorte que nos taux d'intérêt soient bas, pour réduire les déficits et combattre.
Et ça, Madame Le Pen, vous en êtes incapable. Non, mais... Vous ne méritez pas la confiance parce que vous jouez à faire peur. C'est ça, la vérité de la politique du Front National. Vous ne pourrez plus répondre sur l'économie et l'Europe. Monsieur Calvi, c'est pas un débat, ça. Un débat, c'est quand on peut confronter deux modèles. Moi, je remarque que nous avons fait un effort considérable. Il y a des économistes comme M. Sapir, comme M. Murer, qui ont fait un débat, un travail considérable. Ils ont fait des scénarios de sortie de l'euro. Ils ont, je peux vous poser une question, chiffré... je peux vous interrompre juste une seconde. Monsieur Sapir, dont je ne sais jamais s'il est d'extrême droite ou d'extrême gauche, peu importe. Oui, c'est fait, effectivement, peu importe. Non, pas peu importe, il est vraiment d'extrême droite. Mais chiffre à 107 milliards, en tout cas il est proche de vos idées, chiffre à 107 milliards d'euros, le coût de la sortie de l'euro en 7 ans. Comment vous allez financer ça? Et à 560 milliards, le coût du maintien dans l'euro, monsieur Moscovici. Vraiment, ça n'est pas sérieux. Et à 560, votre politique n'est pas sérieuse. Et à 560 milliards, ça n'a aucun sens. C'est faux, vous n'avez pas lu son étude. C'est l'économie vaudou. Alors moi, je pense qu'un vrai débat, surtout quand on est ministre, ça consiste à prendre les gens qui ont le travail des gens qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet et apporter des chiffres pour les contredire. Or, il n'y a jamais de contradiction. On nous dit pas, par exemple, sur la dette, on nous dit rien. On nous dit, si jamais on revient à une monnaie nationale, la dette va être multipliée par 2 ou 3. Ce qui est d'une stupidité économique, mais absolue, permettez-moi. Bon, on ne répond pas aux arguments qui sont donnés. Les arguments. Je viens de vous en donner un. Les 107 milliards. Est-ce que vous avez donné une explication? Faux, comment vous les financez? Mais c'est faux, c'est ce que dit Monsieur Sapir, votre économiste référent. Non, monsieur. Mais si, madame. Non, et moi, je le nomme et je donne son chiffre. Je précise simplement qu'il continue de dire qu'il est tout à fait indépendant du Front National et qu'à ma connaissance, il était plutôt proche de Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Moscovici, écoutez-moi, vous voulez des chiffres? Oui. Ça a coûté 15 milliards. Et on clôt là-dessus. Pour une raison simple, parce que c'est les 3% de dette qui sont libellés, de la dette française qui sont libellés en droit étranger. C'est-à-dire sur lequel ne pourra pas s'appliquer la lex monetae. 97% de la dette est en contrat français. Donc 1 euro. Non, les deux tiers sont en euros. Les 2 tiers de la dette sont en euros. Mais non, mais monsieur, ça n'a rien à voir. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre parce que là, ça devient inquiétant. Mais non. 97% de la dette est libellée en contrat français. Oui, de droit français, monsieur Moscovici. Ne me regardez pas comme si j'étais stupide, car c'est vous qui vous ridiculisez là pour le coup, par rapport à ceux qui connaissent quelque chose en économie. On ne vous mettra pas d'accord là-dessus. Donc 3% sont en contrat étranger. Ce qui veut dire que le retour à une monnaie nationale et la dévaluation de la monnaie ne portera que sur 3% de notre dette. Donc il l'a chiffré, monsieur Sapir. 14,7 milliards, je crois très précisément. Quels sont vos chiffres à vous? Parce que vous dites ça va être horrible, mais il n'y a jamais un chiffre 32 minutes chacun. Précis. Madame, non, Pierre Moscovici, s'il vous plaît. Je vous crois nullement stupide. Moi, je vais terminer. Je vous crois nullement stupide. Je vous ai prêt. Je pense simplement que vous ne dites pas la vérité en vous disant et que vous regardez Italie, la France dans le rétroviseur. Vous ne connaissez pas l'économie de On ne repart pas sur le rétro. Oui, vous êtes la formule est passée. Vous êtes un savant, vous considérez que l'économie est une science. D'ailleurs, les résultats le montrent. C'est au mieux un art, monsieur Moscovici, vous ne maîtrisez pas. Donc je serais un petit peu plus humble que cela, au regard de vos résultats, un peu plus humble que cela. Moi, je voudrais terminer en vous disant qu'en Italie, il y a eu un vrai débat sur l'euro. Pas un vrai, c'est-à-dire plusieurs débats sur les radios, sur les télévisions, dans les journaux, avec des gens qui réellement se confrontaient. Eh bien, en l'espace de 2 ans, il y avait il y a 2 ans 20% des Italiens qui voulaient revenir à une monnaie nationale. Il y en a maintenant 49% et seulement 44% qui veulent rester dans l'euro. Totalement faux. Mais dites pas que c'est faux, monsieur Moscovici, c'est vrai. Franchement, mais c'est vrai. Dans quel pays vivez-vous? Dans quel monde vivez-vous? Dans un monde passé, dans un monde fermé. Quel rapport Mais non, ces chiffres sont totalement faux. Les Italiens restent le peuple le plus européen d'Europe. Mais bien sûr que si. C'est vous qui on ne vous mettra pas d'accord. C'est vous qui êtes dans le passé, c'est vrai que vous vous êtes allié avec la Ligue du Nord. On va parler de la France qui veut la sécession. C'était vrai il y a 2 ans, monsieur Moscovici. L'événement politique du jour, avant de nous séparer. À peine 24 heures après le succès de la Manif pour tous, le gouvernement retire donc la totalité du projet de loi sur la famille pour 2014. Est-ce que ça veut dire que c'est la rue qui gouverne, Pierre Moscovici? Pas du tout. Ça veut dire que le président de la République, le Premier ministre ont entendu un certain nombre de messages. Premièrement, que la priorité des priorités pour nous, c'est le combat contre le chômage, le combat pour l'emploi, et que toute l'énergie du gouvernement est tendue vers la conclusion du pacte de responsabilité. Ce que je souhaite, c'est que dans 3 mois d'ici... Pardonnez-moi, c'est la mobilisation autour du pacte de responsabilité qui empêche d'avoir une loi sur la famille? D'abord, nous avons... C'est étrange, hein? Non, pas du tout. Vous savez, un gouvernement ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. Et donc,
Ce que souhaite le président de la République, ce que souhaite le Premier ministre, ce que je souhaite, ce que souhaitent les membres du gouvernement, c'est que nous puissions... Ça fait des mois que Mme Bertini travaille pour rien. Mais attendez, que nous puissions donc conclure ce pacte et que nous nous battions pour l'emploi. L'emploi, l'emploi, l'emploi. Tout notre politique se résume ainsi. Deuxièmement, il y a encore du travail sur cette loi, alors que le calendrier législatif lui-même est assez encombré. Et troisièmement, et c'est vrai ça, précipitation dans cette décision. Le président de la République et le Premier ministre souhaitent qu'on prenne le temps d'avoir un débat apaisé qui permet de parvenir à un consensus sur un sujet qui passionne et qui parfois est traité de manière extrêmement idéologique. Et puisque vous parlez des manifestations d'hier, il ne s'agit sûrement pas de céder à la rue. Moi, ce que j'observe, c'est que les manifestations d'hier, qui étaient pacifiques, je m'en réjouis, qui étaient nombreuses, c'est vrai, pas aussi nombreuses qu'on a pu le dire, c'était une manifestation dont l'objet m'échappait un peu, parce que si c'était une manifestation contre le mariage pour tous, je rappelle que cette loi a été votée par le Parlement, qu'elle était approuvée par le Conseil constitutionnel. Si c'était pour manifester contre la gestation pour autrui ou la procréation médicale assistée, ça n'était pas dans les projets de Mme Martinotti. Et donc, encore une fois, non, nous ne cédons pas à la rue, mais nous voulons apaiser les débats sur la famille, parce que la famille n'est l'apanage de personne. C'est pas la droite, c'est pas l'extrême droite qui est propriétaire de la famille. Nous avons une politique familiale qui est attachée à ce qui est formidable comme atout pour nous, c'est-à-dire une démographie qui prospère. Nous voulons défendre la famille. Nous avons sauvé la branche famille de la sécurité sociale. Nous l'avons fait avec des mesures de justice et nous continuerons à agir dans ce sens-là, avec en même temps une famille qui doit s'adapter aussi aux évolutions des temps modernes. En tout cas, ce soir, c'est forcément 100% de mécontents, ceux qui ont voté pour vous et ceux qui ne vous diront jamais merci et qui continueront à manifester. Ça me semble une évidence politique. Après, vous pouvez dire, on concentre notre énergie sur le pacte. Marine Le Pen, on n'a pas compris si vous souteniez les revendications des manifestants. D'abord, il n'y avait pas de revendication. Je crois qu'il y avait surtout une grande inquiétude à l'égard de la gestation pour autrui, une grande inquiétude à l'égard de la procréation médicalement assistée, une inquiétude à l'égard des expérimentations de la théorie du genre qui, faut être honnête, leur donner crédit au Parti socialiste, n'a pas commencé avec les socialistes, hein, ça a commencé sous Nicolas Sarkozy et sous Luc Châtel, ces expérimentations. Donc il y a une inquiétude parce que vous êtes au courant que c'est une rumeur qui a affolé les parents. Non, mais il n'y a pas une once de réalité. Non, mais non, c'est pas vrai, M. Calvi. Il y a la partie rumeur qui a été, effectivement, il y a eu des rumeurs, mais il y a une partie de réalité. C'est que des militants LGBT vont aujourd'hui dans les écoles pour aller faire exposer de la théorie du genre. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Dans quelles écoles avez-vous vu des militants LGBT? Non, mais il y en a 600. Il y a 600 écoles sur lesquelles il y a une expérimentation. D'ailleurs, il y a des socialistes qui l'admettent, figurez-vous. Il y en a qui ne l'admettent pas, mais il y en a qui l'admettent. Bon, moi, je voudrais vous dire une chose. Ma question, c'est pas où il y a des expérimentations, c'est où avez-vous vu des militants LGBT intervenir dans les écoles de la République? Mais monsieur, il y a des militants LGBT qui interviennent dans les écoles de la République. Coucou. Ce serait bien que vous vous rendiez compte quand même. C'est un peu inquiétant que les journalistes ne le sachent pas quand même. Très bien. Bon, voilà. Renseignez-vous. Ma question c'est où? Eh bien, renseignez-vous. Vous ne répondez pas. Renseignez-vous. Vous ne répondez pas. Je peux même vous dire vous que ne répondez pas. Je dis être un journaliste incompétent, mais vous ne répondez pas. le nom de l'école. Je vous dis que ça a même commencé sous Luc Châtel. Voilà. Donc je vous le dis très clairement. Vous tapez Google LGBT dans les classes et vous allez trouver très facilement, croyez-moi, un certain nombre d'articles de vos confrères. Quand vous laissez entendre que des militants homosexuels interviennent dans nos écoles, je vous dis simplement que vous alimentez la rumeur vous aussi. Mais très bien. Non, je dis la vérité, Monsieur Calvi. Faut assumer, hein, quand on fait une politique, il faut la l'assumer. vérité, ça sera quand vous donnerez le nom d'une école où vous pourrez le prouver. Mais moi, je ne le sais pas, je n'ai pas honte de le dire. Et je vous dis qu'à ma connaissance, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Voilà, vous dites je sais pas. Voilà, ça c'est bien, ça c'est mieux. Et vous non plus. Bon, les familles, si je le sais, monsieur. Genre, excusez-moi, j'ai pas apporté les documents, j'en ai apporté pas mal déjà ce soir, parce que quand on est face à monsieur Moscovici, il faut toujours avoir les preuves de ce qu'on dit. Mais je vous dis juste je qu'on n'ai peut pas apporté affoler les celle-là. familles françaises mais on inutilement, l'apportera. c'est tout. Mais à chaque fois que j'ai une émission, de toute façon le lendemain sur le site internet, vous avez tout ce qu'il vous faut. Les familles, de surcroît, ont subi un très grave alourdissement de leur fiscalité par toute une série de dispositions fiscales qui ont été aussi de la responsabilité de Nicolas Sarkozy et qui ont été de la responsabilité des socialistes. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est l'hypocrisie. Or, je voudrais quand même vous annoncer, parce que contrairement à ce que vous dites, monsieur Moscovici, je suis toujours en plénière au Parlement européen, que demain, il y a au Parlement européen une directive qui est la directive Lunacek, qui correspond exactement, quasiment mot pour mot, à ce que les socialistes veulent imposer en France. Ils vont la voter demain au Parlement européen. Et ils sont tellement hypocrites que plutôt que d'assumer, laissez-moi juste terminer, assurer
et assumer leur politique, ils vont passer par l'intermédiaire d'une directive européenne, comme ils font à chaque fois en disant « Ah ben c'est pas nous, on est obligé de transcrire la directive, parce que c'est l'Union européenne qui nous l'a imposée. » Eh bien, il y a tout dedans, monsieur. Il y a la transcription des enfants nés par GPA, par PMA, dans le droit français, etc. Il y a tout ce dont les familles françaises, à mon sens, ne veulent pas, qui va être imposé demain par l'intermédiaire de cette merveilleuse structure que représente l'Union européenne. Ça, voilà, c'est le vrai scandale. Voilà un final éblouissant, parce qu'on voit, vous parlez d'hypocrisie, M. Calvi vous a posé une question, est-ce que vous approuvez ou pas la manifestation? J'observe que votre nièce y était, que votre père a soutenu la leader du printemps français, et que vous vous êtes gardé de vous prononcer. Mais, à côté de ça, vous vous lancez dans des amalgames inacceptables. Parce que, disons quand même de quoi il s'agit. Ce que fait mon collègue Vincent Payon, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas la théorie du genre. C'est l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, dans son article 1er, dit que les hommes et les femmes naissent et sont égaux en droit. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire ce qu'on appelle les ABCD de l'égalité, c'est-à-dire apprendre dès la petite enfance l'égalité entre les hommes et les femmes, parce que les parents ne sont pas capables de faire ça, Monsieur Moscovici. Écoutez, vous savez, ils sont des incapables. Madame, l'école. Vous avez un procès d'intention à leur égard aux parents? Je ne sais pas quelle conception vous avez de l'école de la République. La transmission du savoir, monsieur. C'est la transmission du savoir, c'est aussi la transmission des valeurs. Et nos valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité, et j'y ajoute laïcité. C'est pas aux parents d'éduquer leurs enfants, c'est pas aux parents d'élever leurs enfants. C'est à l'école d'élever les enfants aussi. Et vous savez, c'est assez maoïste comme vision, hein, quand même. Non, j'ai jamais été maoïste. Ah bon, mais pourtant, c'est. Je ne connais pas cet aspect maoïste chez Pierre Moscovici. Ce sont en général les structures totalitaires qui considèrent qu'ils doivent élever les enfants à la place des parents. Je ne vous ai pas interrompu, mais il n'y a aucune forme de théorie du genre. Et là, vous êtes dans les amalgames. Puis après, vous allez essayer de faire croire aux gens que l'Europe va nous... Non, Madame Le Pen. Si nous ne voulons pas de la PMA, si nous ne voulons pas de la GPA, c'est nous qui mèneront de manière souveraine, pour le coup, notre politique familiale. Et de la même façon, vous aurez 2 ans. Vous aurez 2 ans pour le transcrire dans le droit français. De la même façon, Madame Le Pen, nous allons continuer à développer une politique familiale. Nous avons pris des mesures de justice fiscale, mais qui ne concernent pas 90% des familles. Et nous l'avons fait pour sauver justement la branche famille qui était en fort déficit, en faisant des économies d'1 milliard, parce qu'il faut de temps en temps aussi gérer les choses dans ce pays. Et donc, amalgame, rumeur, c'est ça votre technique. Vous dites après que vous n'êtes pas l'extrême droite, vous procédez par ces indignations continues et par une remise en cause sourde des valeurs de la République. Enfin, un dernier point quand même, vous avez évoqué votre présence au Parlement européen. Si on m'a communiqué les chiffres, et vous me démentirez demain, vous êtes 731e sur 766, et on se demande pourquoi, dans ces conditions, haïssant l'Union européenne, détestant l'euro et désertant les institutions européennes, le Front National éprouve le besoin de présenter des candidats. Vous êtes parlementaire, et un parlementaire, ça a des obligations. Écoutez, Monsieur Moscovici, si vous voulez que je vous donne la liste de vos absences au Conseil général entre 2004 oui, entre 98 et 2004, vous allez pleurer car vous n'y étiez jamais. Alors s'il vous plaît, ne me donnez pas de leçons sur ce sujet. Moi, je suis en plénière, je fais mon travail. J'ai été élu pour combattre les mauvais aspects de l'Union européenne, monsieur. J'ai été élu pour défendre la souveraineté du peuple. J'ai été élu pour protéger la prospérité du peuple français. Et je défends la France à l'Europe. Et moi, je ne détruis pas la France à l'Europe comme vous le faites. Vous le faites. Je défends la France à l'Europe. Vous le faites avec vos amis de la Ligue du Nord. Vous le faites avec vos amis de chez Wilders. Vous le faites avec les gens du Blanksberg. Et Attaka, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Moscovici? Monsieur Calvi. Vous le faites avec toute l'extrême droite européenne. Est-ce que vous savez que le président du PSE, le Parti socialiste européen, le président du PSE bulgare, eh bien lui, il gouverne avec l'extrême droite, la vraie Attaka. Alors, balayez devant votre porte et puis après, on en discutera, monsieur Moscovici. Balayez dans le PSE et après on verra. Balayez dans le PSE. Évitez ce geste de la main. Et l'un et l'autre avaient échangé des idées pendant plus d'1 heure dans cette émission qui avait une autre teneur que celle que nous avons maintenant. Ça s'adresse à vous deux. Le gouvernement français soutient les opposants globalement, sachant que dans ces opposants, il y a un mouvement qui s'appelle Svoboda,
et vous le savez aussi, et là pour le coup aussi, en Ukraine, c'est l'extrême droite, la vraie. En Ukraine, alors vous voyez, c'est la géométrie variable. En Ukraine, ce que nous voilà. voulons, je vous pose une dernière question. De faire en sorte que les libertés s'il vous plaît, soient respectées. Je vous pose une dernière question à l'un et à l'autre. Je suis contre la GPA, je suis contre la PMA, je suis pour la défense des familles, je suis pour baisser les impositions fiscales sur les familles qui aujourd'hui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Je suis pour le retour, le retour sur la loi sur le mariage homosexuel sans démarier les gens qui auront été mariés. Je suis absolument opposé à la théorie du genre et je suis pour que ce soit l'école qui transmette le savoir et les parents qui éduquent et élèvent leurs enfants. Voilà. Voilà. J'ai été clair là. D'autant plus qu'on est quasiment à équilibre de temps. Ma dernière question, Pierre Moscovici. Non. Vous avez été clair. Donc vous êtes très exactement favorable à tous les slogans de la Manif pour tous et à d'autres encore. Mais ça ne me pose pas de problème, monsieur Moscovici. Madame Le Pen, vous devriez l'assumer. Sans parler de forces sombres comme Manuel Valls. Je crois que j'ai été clair. Sans parler de forces sombres comme Manuel Valls, vous avez dit hier sur RTL, Pierre Moscovici, il y a quelque chose qui flotte dans l'air et que nous n'avons pas vu depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez préciser? Quand je vois M. Dieudonné, dont je ne sais pas exactement quelle relation il a avec le Front National, je sais quelle relation il a avec Jean-Marie Le Pen. Je sais qu'il a été candidat du PS. Quand je vois M. Dieudonné développer des thèses antisémites ouvertement, faire des quenelles, qui est un signal nazi dissimulé, quand je le vois inviter M. Forisson sur la tribune, quand je vois, non pas la manifestation d'hier, mais celle de la semaine dernière, la manif jour de colère. La manifestation jour de colère, qui était une manifestation d'ultra-droite, avec un antisémitisme avoué, comme nous n'en avons jamais vu dans notre pays, en effet, depuis les années 30, je me dis oui, qu'il y a dans ce pays quelque chose de préoccupant. Et que la réponse, ça doit être la fermeté républicaine, ça doit être l'attachement à la loi. Vous parliez, par exemple, du mariage pour tous. La loi, elle est là, elle a été votée, elle a été approuvée par le Conseil constitutionnel. Et ça doit être aussi une forme d'union des Français. Et ce que je vous reproche, Madame Le Pen, c'est d'être sans arrêt en train de dénigrer, de diviser, de faire des amalgames, de diffuser des rumeurs. Vous qui divisez, non, par hasard. Non, Madame Le Pen. Ah non. Non. Nous, ce que nous voulons, et je l'évoquais tout à l'heure au sujet de la politique économique, c'est une politique d'intérêt général qui permette de rassembler les forces du pays pour plus de croissance, plus d'emplois. C'est difficile, en effet. Parce que là, vous divisez Madame les Le Pen, Français, vous savez ce que vous racontez depuis 1h10 que nous sommes ensemble. Ce sont des slogans. Ça n'est jamais quelque chose qui soit praticable. C'est jamais quelque chose qui peut exister. Et une situation concrète, vous n'avez une jamais situation illustré votre économique propos. Madame à Le laquelle Pen. vous avez refusé d'ailleurs de répondre parce que tous les Donc chiffres je que suis je vous ai préoccupé, donnés, oui, Monsieur Calvi. vous n'avez apporté aucune réponse. Je suis préoccupé. Attendez-moi, j'ai Je une pense que la minute à vous République donner. est la Monsieur Calvi. Et je voudrais Je vous suis répondre tout à finalement vous. une question Je suis tout à proche vous. de celle que je posais, pardonnez-moi, à Oui. Pierre Moscovici. Je pose encore mes questions, vous pouvez décider de ne pas y répondre. C'est trouvez-vous, oui ou non, qu'il y ait un climat malsain actuellement dans notre pays, après cette manif du jour de colère, les slogans antisémites qu'on a entendus, un certain nombre de rumeurs bidons sur la théorie du genre. Voilà. Est-ce que ce cumul d'événements vous fait penser qu'il y a un climat malsain et est-ce qu'éventuellement il peut vous inquiéter? Non mais d'abord, vous mélangez tout. Excusez-moi. D'un côté, il y a... Je viens de sommer des choses. Il y a quand même, excusez-moi, un humoriste, quoi. Moi, je veux bien que M. Moscovici nous dise que la France, ça va pas du tout. Parce que il y a un humoriste que vous adoriez d'ailleurs quand il était à gauche. Moi, j'ai jamais beaucoup apprécié. Mais ça, c'est mon problème. Moi, si vous me faites croire que la France est en danger, parce qu'il y a un type qui profère des propos antisémites, parce qu'il y a une vingtaine de types qui ont été dissous d'ailleurs, et qui ont proféré, et que tout le monde connaît, et que M. Valls connaît mieux que quiconque, puisque c'est lui qui a dissous leur mouvement. Pourquoi ils étaient là? Pourquoi est-ce qu'on a amalgamé des milliers de personnes qui sont venues, certains contre l'écotaxe, certains contre l'équitaxe, qui ceux-là n'étaient ni des racistes ni des antisémites, M. Moscovici. Faut pas se raconter d'histoire. Donc arrêtez avec vos amalgames. C'est vous qui créez un climat de peur. Ce qui est sûr, c'est que les Français sont inquiets parce qu'ils ont le sentiment que ce gouvernement, un, ne sait pas où il va, deux, qu'il est prêt justement à tous les amalgames pour imposer sa vision, trois, qu'il ne respecte pas les libertés publiques, les grandes libertés publiques et les libertés individuelles. Ils sont inquiets. Voilà, ils sont inquiets et moi je leur propose d'exprimer leur inquiétude et leur espérance d'ailleurs dans les urnes. Merci voilà. de m'éviter d'être coupé à la clé. Vous avez tous les deux 41 minutes de prise de parole dans cette émission. Merci infiniment d'y avoir participé. J'ai envie de vous dire rendez-vous donc le 23 mars pour les municipales. C'est la vraie égalité homme-femme. Et le 25 mai pour les européennes. Un peu plus pour les femmes, vous voyez. Le livre, ah non, soyez gentil. Le livre de l'émission ce soir,
Pierre Moscovici. 13 secondes. Combat Mais pour voyez, que la France s'en sorte. C'est pour ça qu'il ne faut pas aussi la théorie du genre, Aux mais l'égalité éditions entre les hommes et les femmes. Flammarion. Avant de nous séparer, et en vous remerciant une nouvelle fois, un dernier merci à Brigitte Benkemoun qui a préparé cette émission, à Pascal Hendrick qui vient de la réaliser avec ses équipes. Jeudi, je vous le rappelle, des paroles et des actes sur France 2. David Pujadas reçoit Manuel Valls. Et puis à suivre, bien entendu, le Ciné Club avec ce soir le cycle Femme Fatale qui commence. Louise Brooks, Loulou, le chef-d'œuvre de Pabst. À la semaine prochaine. Dès maintenant, pour plus d'infos, rendez-vous sur France2.fr.